Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, Alex et moi, on est là pour discuter du tout nouveau manuel du général après 6 mois avec un manuel général qui était concentré principalement sur les champions de galets. On change complètement de saison et on change pas juste pour 6 mois, on change pour une année complète. Alors, on va regarder ça ensemble, mais d'abord, avant de commencer à regarder le manuel général, on va regarder le Battle Scroll qui est sorti avec le manuel général, qui apporte quelques ajustements intéressants. Alors, peut-être, Alex, me dire ce qui est sorti la première vue là, quand tu as lu le Battle Scrolls, qui t'a vraiment sauté aux yeux puis que tu juges vraiment important pour la prochaine saison. Ben, il y a quand même beaucoup de choses. Juste faire un petit peu là, de pouce sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que là, c'est un manuel général qui va être en vigueur pour 1 an. Et ça, c'est toujours une opinion qui est partagée, en fait. Si on regarde là autour de nous, on en a jasé, je quand même pas mal entre les joueurs de nos différents groupes. Puis pour certains, ben, 1 an, c'est bien, on va pouvoir avoir un méta qui va être beaucoup plus cristallisé, on va pouvoir s'enligner pour plus longtemps, pour savoir comment jouer, jouer les plans de bataille justement, puis mieux les apprivoiser. Pour d'autres, de dire oui, mais s'il y a des éléments qui sont peut-être certains irritants, on est pris avec pour plus longtemps. Moi, personnellement, je suis d'avis que c'est une bonne chose. J'aime le fait qu'on puisse savoir où s'aligner pour 1 an. Donc, pour moi, je considère que c'est intéressant, mais je peux aussi très bien comprendre ceux qui trouvent, qui aimaient beaucoup le format 6 mois avec une rotation des règles spéciales, mais en même temps, il faut aussi penser aux hobbyistes qui achetaient peut-être des unités en fonction des saisons, puis que c'est pour 6 mois, là, c'est pour 1 an. En tout cas, bref, je pense que l'année va nous le dire, mais à premier abord, j'aime bien l'aspect d'avoir un manuel annuellement et non deux par année comme c'était le cas depuis quelques temps. Au niveau des changements, ben, certains changements quand même qui sont très intéressants. Le premier, en fait, c'est la cohésion d'unités. Un bel ajout parce qu'il y a beaucoup d'armées, en fait, qui ont des unités à coût de 3 modèles. Donc, souvent des infanteries monstrueuses. On pense aux trolls, par exemple. On pense aux horreurs des Flesh Eater Court. On pense même aux Sky Warden, aux Endrinriggers des Caradrons, les Blood Crushers. Bref, il y a beaucoup d'unités qui viennent par groupe de 3, les Gore Gruntas. Donc, d'augmenter le nombre de modèles, en fait, pour maintenir la cohésion avec un pouce entre un seul modèle à 6, c'est pas banal. Donc, ça, je pense que c'est un bel ajout. Puis, c'est pas game breaking, mais je pense que ça va faciliter beaucoup de choses. Ça va rendre des unités, justement, des unités d'infanterie monstrueuses, peut-être plus viables à ce moment-là, parce qu'on devait avoir 2 rangs, puis on devait avoir donc des fois des unités qui frappaient à un seul pouce, que on ne peut pas avoir tous les modèles qui frappent. Ça menait, bon, on va mettre un espacement spécial. Donc, ça, pour moi, je trouve que c'est un bel ajout qui ne vient pas casser le jeu, mais qui va simplifier grandement la tâche, puis qui va ouvrir certaines possibilités intéressantes pour plusieurs armées. C'est de la qualité de vie, ça va simplifier la vie des joueurs, tout simplement. Exactement. Donc ça, je pense que c'est le premier changement qui est quand même pas nécessairement banal. Le deuxième, en fait, puis ça vient quand même bouleverser plusieurs armées. C'est la modification faite à la règle attention messire. Donc, c'est sûr que là, on parle d'une transition avec les champions de galets vers, on retire en fait ces règles-là qui empêchaient, on se le rappelle, les champions de guerre, donc les héros non nommés de 9 points de vie et moins, s'ils étaient à 1 pouce d'unité de ligne, on ne pouvait pas les cibler au tir. Donc ça, c'était une règle très très forte en fait pour protéger ces petits héros-là. Et la règle attention messire faisait en sorte que si un modèle donc de 9 points de vie et moins est en dedans de 3 pouces d'une unité amie qui contient au moins 3 modèles, on a un malus de -1 pour le toucher lors d'une attaque de tir. Là, cette fois-ci, on vient bonifier en fait cette règle-là, à savoir que si un héros, donc qui remplit les différents éléments, donc à 3 pouces d'une unité, mais ainsi de suite, et ne peut pas être ciblé par une attaque de tir s'il est plus que 12 pouces de l'unité qui tire. Donc, ça offre une belle protection pour ces héros-là, sans toutefois enlever la possibilité unilatérale de dire, ben, regarde, tu ne peux pas le cibler, même si tu es collé, je ne peux pas le cibler, même si c'est le plus proche, je ne peux pas le cibler. Donc là, ça vient amener une protection additionnelle sans non plus être trop irritant. Donc, je pense encore une fois que c'est un bel ajout, mais qui va faire mal à certaines armées. On pense notamment aux luminettes avec leurs archers, avec les sentinelles, qui pouvaient justement donc cibler des héros comme ça et faire des blessures mortelles, donc qui
essentiellement ignoraient, se foutaient un peu là, du malus pour toucher, là, ça va rendre un peu leur tâche plus complexe. Oui. À noter que dans l'autre saison, de la saison d'avant, c'est les champions de Galais, c'était les personnages qui n'étaient pas uniques. Mais Ouais. maintenant, les héros uniques de 9 points de vie Oui, ou tout à fait. moins vont avoir le droit à la protection d'attention messire. Donc, Mhm. Skragrott, par exemple, va être difficile à sortir du jeu maintenant. Donc, je pense que c'est une belle règle là, de ce qu'on Oui, entendait. On a un tournoi en fin de semaine, on en discutait avec plein de gens, puis tout le monde était bien content de cette règle-là. Ceux qui tirent trouvent ça peut-être désagréable de ne pas pouvoir sniper les héros ennemis, mais tout le monde trouve ça tellement désagréable de se faire sortir ces petits héros qui synergisent l'armée dès le tour 1 parce qu'on a une gunline en face. exactement. Puis sinon, ça, c'est les principaux changements au niveau des différentes grandes allégeances. Je vais te passer la parole parce que l'on parle de l'allégeance du chaos et de la mort, deux allégeances qui sont tes spécialités. Donc, qu'est-ce que tu retiens là-dedans? Ben, deux armées que j'ai jouées dernièrement qui ont eu des modifications importantes. Dans le fond, Korn, on le savait depuis le début, dès que le livre a été spoilé. La première habilité qu'on peut faire avec le Blood Tide Point, elle est trop forte. Elle permettait Mhm. d'engager, en fait, de déplacer de D6 pouces trois unités dans la phase, à la fin de la phase de héros. Et on pouvait potentiellement aller engager les unités ennemies, ce qui peut être une source de frustration incroyable, mais qui en même temps est une tactique de bataille vraiment amusante pour les joueurs Korn de penser que Oui. je vais avancer comme ça, je vais locker la forte unité ennemie encore à corps, elle va perdre un tour à essayer de me suivre, tout ça. On pouvait le faire pour un seul Blood Point, donc une seule unité qui était morte dans le jeu ou une seule prière qu'on avait réussi qui nous donnait un Blood Point. On pouvait le faire sur trois unités. Maintenant, la Mhm. règle a changé. On peut encore le faire sur trois unités, mais à chaque fois, ça nous coûte un Blood Point. Donc, Exact. possiblement, autour d'eux, on n'aura pas trois Blood Points. Au mieux, on peut probablement en avoir juste un. Donc, on va le faire juste avec une unité. On ne peut pas tout engluer l'armée ennemie Mhm. d'un seul coup. Euh, pour moi, ça ne change pas grand-chose. J'ai toujours joué que j'avais juste une unité. J'oubliais à chaque fois qu'il y en a trois que je pouvais faire. Puis à une unité, je trouvais ça déjà excellent. Ça m'a juste Oui. rappelé qu'on peut le faire jusqu'à trois fois dans la phase, donc c'est vraiment, vraiment bon. Alors, c'est un petit nerf, mais c'est un nerf intelligent qu'ils ont fait. Puis, je trouve ça bien parce qu'on va le voir aussi pour la dette, après ça, pour les Soul Blight. Plutôt que d'augmenter les coûts en points de façon un peu ridicule sur une armée, ils ont été reformulés la règle qui pose problème, qui rendait l'armée un peu trop forte parce que contre les armées de corps à corps, Korn gagnait essentiellement parce qu'elle pouvait, entre guillemets, locker les unités ennemies Mhm. au corps à corps contre une mauvaise unité, puis empêcher donc l'unité ennemie de frapper. Donc, ils ont été reformulés de façon intelligente une règle plutôt que de monter le coup en point toutes les unités pour faire en sorte que les listes soient plus le fun à faire. À mon sens, ce qui est plus souhaitable, en fait, des fois, donc de Mhm. retravailler les irritants versus augmenter des points. Puis là, on va en reparler avec les caradrons tantôt. Ouais, ouais. Ouais, on fera une liste de gagnants et perdants tantôt, on en Oh reparlera. oui. Alors, ensuite, Grande Alliance à mort, bon, le gros changement, c'est pour les Soulblight Gravelord. C'est une armée qui est définitivement trop forte. Elle dominait le méta, mais de façon magistrale, là. Elle était au-dessus de 55% de victoire, presque à 60%, je ne me trompe pas, dans les derniers chiffres qu'on a vus. C'est ridicule, c'est vraiment trop fort. Donc, encore une fois, plutôt que de d'osser les coups en points, ce qui aurait été ridicule pour des Soulblight Gravelord parce que ça aurait fait en sorte une armée de horde. On ne peut pas avoir des zombies à 160 points, l'unité de 20, ça n'avait pas de sens. Alors, ont été reformulées les deux règles qui posaient problème. La première, c'est la règle qui permet de ramener des unités sur le champ de bataille à demi-effectif lorsque les unités ont été détruites. Alors, la règle qui posait vraiment problème, c'est que dans la phase de l'autre, on pouvait ramener notre unité sur un 4+, à 3 pouces, ben, au-delà de 3 pouces de l'unité ennemie au lieu du 9 pouces habituel. Ce qui permettait de reprendre le contrôle des objectifs, de faire un écran pour empêcher que l'adversaire fasse une battle tactique parce qu'on l'empêche maintenant de charger l'unité qu'il avait désignée comme l'unité qu'il allait Mhm. tuer. Bref, ça avait plein d'applications. Fait une chance sur deux de réussir finalement à vraiment gâcher les plans de l'adversaire, puis là, faire échouer les battles tactiques, l'empêcher de faire le score more et tout. Fait que sur le scoring de points, les Soul Blight avaient un avantage qui était démesuré. Alors, ce qu'on a Ouais. fait, c'est qu'on a gardé que dans la phase de mouvement, à la fin de la phase de mouvement de l'adversaire, sur un 4+, on peut ramener une unité, mais il faut la ramener à 9 pouces. Et à notre tour à nous, on peut la ramener à 3 pouces, mais c'est juste à notre tour à nous. Donc, ça peut nous Ouais. aider, si on est chanceux, si on mise là-dessus, à reprendre un objectif, faire une tactique de bataille. Mais à noter en plus qu'ils ont changé, à notre tour, c'était sur du 3+, là, c'est rendu sur du 4+ seulement qu'on ramène. Donc, ça diminue un petit peu les probabilités. Donc, ils ont été, si vous me permettez l'anglicisme, nerfer cette habileté-là qui était structurante, mais qui était clairement trop forte. Puis c'était un peu l'impression que tout le monde avait à la lecture même du livre.
on garde la saveur, mais on diminue en fait les possibilités d'abus. Exactement. Ensuite, on a nos zombies qui étaient l'unité phare des Soul Blight. En fait, il fallait pas réfléchir pour jouer Soul Blight. N'importe qui pouvait jouer Soul Blight. Tu mets le plus de zombies que tu veux, puis tu as envie de déplacer sur le board pendant une partie. Tu mets ça sur les objectifs, l'adversaire te frappe, puis tu dis ben, je vais rouler, puis sur des 5 plus, je vais te faire des blessures mortelles, puis ça va s'arrêter là. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé cette saveur-là. Bon, quand tu frappes dans un tas de zombies, à un moment donné, tu te fais mordre, tu reçois du sang, puis bon, tu te Mhm. transformes en zombie, tu meurs. C'est correct, ils ont gardé la saveur, sauf que il faut que ton petit zombie soit à 3 pouces de l'unité qui a attaqué pour que tu puisses rouler un 5+. Donc, ça évite surtout que c'est des 25 mm, fait eux, on peut encore faire un long, long cordon avec. Fait que ça évite qu'on fasse un long cordon qui écrante notre unité, on se fait frapper sur le côté, puis on prend le modèle qui est à l'autre bout de la table. On dit, ah, il est C'est enlevé ça. sur 5+, il te garoche une blessure mortelle à l'autre bout. Donc, on a juste clarifié un peu. Ça fait qu'à cette heure, comme les zombies, on les joue souvent en pack de 40, voire de 60. C'est certain que si on enlève ceux qui sont en arrière, ils ne seront pas à 3 pouces des unités Non. ennemies. Donc là, on a un choix à faire. Est-ce que je les enlève? J'enlève ceux qui sont en avant, qui vont pouvoir faire des blessures mortelles, mais ne pourront pas réattaquer. Ouais. Ça peut même faire en sorte que je me désengage. Ou est-ce que j'enlève ceux derrière pour pouvoir avoir quelques attaques avec mes zombies qui ne cognent pas très fort en soi? Bref, je trouve que c'est un changement intelligent pour leur voir. Leur coût en points, finalement, n'ont pas changé. Ils ont juste monté de 5 points pour avoir des chiffrons, là, pour enlever les 5 points, les plus ou moins 5. Mais l'unité, je pense qu'elle va être moins désagréable à affronter. Ça va avoir plus de sens un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc, rien d'extravagant, mais quand même, somme toute, vraiment intéressant. Hmm. Donc, pour l'ordre maintenant, un grand changement quand même parce que à une des villes Luminette, on s'entend que les listes présentement, Luminette, beaucoup étaient en Elon. Donc, Mhm. la ville qui essentiellement, si on cible au tir une unité qui est en dedans de 6 pouces de nous, on a un tir additionnel. Fait que ça inclut entre autres également euh, le Only Shell, ces choses. Fait qu'on pouvait vraiment avoir une armée de tir qui était très, très, très virulente en augmentant, en doublant des fois le nombre de tirs pour les sentinelles. Ça fait très, très mal. Donc là, on a rephrasé ça un peu. Donc, cette fois-ci, en fait, lorsqu'on cible une unité ennemie qui est en dispose de nous, plutôt que d'avoir une attaque supplémentaire, on ajoute un au jet pour toucher et au jet pour blesser. Euh, c'est intéressant, c'est pas mauvais, sauf que l'idée, bien sûr, était que les sentinelles, en doublant leur tir, on double le nombre de blessures mortelles causées par le tir. Là, on va améliorer un peu le potentiel de dommages, mais on s'entend, les archers sentinelles trouvent vraiment leur plein potentiel avec les blessures mortelles. Donc, on est venu nerfer ça un petit peu aussi. C'est le premier coup dur, en fait, pour les sentinelles. On va voir un peu. Le deuxième coup dur, en fait, si on prend pour acquis également là, la tension messire, qui les rend beaucoup moins efficaces, entre autres choses. Les luminettes n'ont pas eu un très, très bon Battle Scroll. Donc, ça, c'est le deuxième. Ensuite, il y a la destruction. Normalement, c'est Yann qui le ferait Ouais, parce que c'est son plaisir, mais comme je les ai affrontés beaucoup, je peux en parler. J'en ai discuté un petit peu allons-y. aussi avec Yann. Dans le fond, un beau changement pour les Oruks, spécialement pour les Cruel Boys qui ont gagné une tactique de bataille qui se fait très très bien, tour 1. Ce qui va être important, on va parler tout à l'heure de tactique de bataille, mais c'est pas si Mm. évident que ça, les nouvelles tactiques dans le nouveau manuel général. Alors, la tactique, elle est simple. Il faut que toutes les unités Cool Boy soient à plus de 3 pouces des unités ennemies, mais à 3 pouces d'une ou plusieurs pièces de décor. Alors, tu peux rester dans ta zone, juste te redéployer, te redéplacer un petit peu pour être à 3 pouces. Tu peux même te déployer comme ça dès le tour 1, tirer de loin, mais rester à 3 pouces des pièces de C'est ça. terrain. Tu fais un 2 points, ta battle tactique. On sait que les Cruel Boys ont de la difficulté à se carrer. C'est pas une armée qui est très haut dans le méta. Mais si elle part la bataille avec 2 points que d'autres armées vont avoir de la difficulté à faire tour 1, c'est un atout intéressant. Ouais, exactement. C'est quand même particulier qu'on ajoute des tactiques de bataille, justement, dans un Battle Scroll. Je pense que ça témoigne vraiment de la difficulté présentement que l'armée a. En plus des coups en points, on touche vraiment à ça, là. Moi, je trouve que c'est un signe. C'est un signe. Puis les Oruks, bon, c'est pas juste les Crawlboys qui avaient la difficulté. Non. Toutes les Oruks en général ont de la difficulté. Alors, ben, on a aussi les Iron Jack qui ont eu une battle tactique qui se fait assez bien. Dans le fond, il faut qu'il y ait deux unités. Mâche-fer, ami, qui soient à 3 pouces du centre du champ de bataille. Donc, peut-être pas tour 1, mais même là, peut-être tour 1, Ben oui. dépendamment du scénario. Avec des Euh, Gore Grunta, ça se fait très, très bien.
C'est très bien. Fait que, encore une fois, une battle tactique qui vient leur ajouter une possibilité de scoring. Je trouve que c'est des changements qui sont intelligents de la part de Games Workshop. Plutôt que d'essayer de diminuer encore les points, on essaie de leur donner des atouts supplémentaires pour aller scorer puis aller réussir à gagner des parties. Mhm, L'autre tout à armée, fait. oui, vas-y. Non, ben non, tout à fait. En fait, là, je pense que ça vient aider aussi. Donc, excellent. Ensuite, ben, les Gloom Spike Gits qui, eux, continuaient de dominer un petit peu trop le méta selon Games Workshop. Eux l'ont eu difficile, on en reparlera tout à l'heure, mais Ah oui. un premier changement important, c'est avec la Horde de Squig. La Horde de Squig, bon, c'est une unité qu'on va frapper, et quand va venir le temps du Battle Shock, elle ne peut pas s'immuniser, elle ne peut pas recevoir de points de commandement. Alors, tous les modèles qui vont fuir, ils ont une bravoure à 4, donc il y en a beaucoup qui vont fuir moindrement qu'on les a frappés un peu solidement. À 9 pouces, il faisait une blessure mortelle sur une unité à 9 pouces sur du 2+. Ce qui était un petit peu ridicule parce que dans le fond, ça permettait de tuer tous les héros buffers derrière les lignes. Fait que ça devenait très difficile à affronter comme unité. Là, ils ont mis un petit garde-fou. Bon, premièrement, ils ont diminué la létalité parce que maintenant, c'est sur du 3+ que le Squig va faire une blessure mortelle en quittant. Donc, une blessure mortelle sur 6 de moins, ça fait quand même une différence. Et ensuite, ça va être à 9 pouces, mais ça doit être à l'unité la plus proche du modèle qui est retiré. Donc, s'il y a une ligne qui t'a frappé, tu as gardé tes héros derrière comme adversaire, ben, c'est ta ligne qui est en avant qui va subir les blessures mortelles. Il y a encore moyen, je parlais avec P.O. Savard lors de notre première partie au tournoi de samedi, il dit ben, il y a encore moyen en se déplaçant, puis c'est vrai de s'arranger pour que les modèles qu'on enlève vont être plus proches des Mhm. héros, tout ça, mais ça demande un petit peu plus de finesse de la part du joueur Gloom Spike Gits, puis de la part de l'adversaire, il peut prévoir ça et se placer en conséquence. Alors Exact. qu'avant, ça semblait une habileté un petit peu idiote que ben, peu importe ce que je fais, mes héros vont mourir à moins qu'ils soient tellement loin qu'ils puissent plus buffer mon unité. Donc, je trouve que c'est un beau petit changement, mais c'est un nerf quand même important. C'était des Sniper Squig. Ouais. D'excellents snipers. Puis on voyait les listes qui gagnaient, c'était pas rare de voir deux blocs de 36, c'est pas pour Oh rien, oui, c'est c'est ça. tellement bon. C'est Puis ça. là, après ça, ils ramènent la moitié de l'unité avec leur lune. C'est un petit peu fatigant à affronter. Puis Là, je beaucoup pense de joueurs que. aussi, Gloomspite, volontairement demeuraient autour de 1900-1920 points pour avoir un ou deux triomphes, en fait, pour Mhm. les immuniser au Battle Shock au besoin, ou Ouais. d'autres aussi pour relancer une charge, puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'attitude de commandement. Donc, ça reste quand même là. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'est quand même un nerf qui était bien vu. Puis, on en parlera plus tard quand on parlera des Gloomspite Gits, là, mais c'est pas la première tuile qui va leur tomber dessus. Non. Et les Sons of Behemoth qui ont un petit bonus dans le fond, c'est juste que leur bataillon est un peu meilleur. Maintenant, il est unifié, et en plus, leur donne un petit bonus supplémentaire magnifique dans ce cas-ci. Donc, tant mieux pour eux parce qu'eux aussi avaient de la difficulté un petit peu dans le méta. Surtout Mhm. dans l'ancienne saison, je pense que la nouvelle va être un petit peu plus gentille envers les Sons of Behemoth. Oui, quand même. Mais c'est pas dur à battre comparativement à l'autre, où les tactiques de bataille étaient très, très peu favorables pour les Suns, et même les plans de bataille aussi les témoins, là. Ouais, ouais. Tout à fait. On passe maintenant au changement de coût en points. Il y en a eu quand même plusieurs, certains significatifs. On ne les passera pas tous en revue unité par unité, ce serait un peu trop long, mais dans le fond, j'aimerais ça t'entendre, Alex. Si tu avais trois gagnants à ressortir suite au changement qu'on voit là, et peut-être aussi en fonction des règles du manuel que tu pourrais un peu divulgacher en parlant de tes trois gagnants, et trois Mhm. perdants que tu voudrais noter, puis au besoin, je renchérirai par la suite. Je vais commencer en fait là, par les gagnants, ceux que je trouve qui ont quand même bien passé la transition. En troisième place, je vais mettre un peu ex aequo, si on veut, là, les Stormcast et les Skaven, parce que c'est la même raison, c'est-à-dire ils ont reçu des baisses de points pratiquement là, à l'entièreté, puis c'est quand même des baisses de points des unités qui sont jouées. Donc, des fois, on a des baisses de points, hey, parfait, c'est du vert partout, mais OK, ben ça, personne ne va les jouer si on ne joue pas. Donc là, on parle quand même à des Dracottes, on parle des Annihilators qui sont quand même joués beaucoup, les Vindictors, les Libérateurs. Donc, une liste Stormcast a quand même pris beaucoup de points en moins. Donc, ça, c'est quand même pas rien, tout comme les Skaven. Donc, là-dessus, en troisième place, j'y vais vraiment avec deux armées qui ont reçu quand même là, des baisses de points bien réparties quand même à l'armée et qui n'ont pas eu de hausse de points. Donc, c'est sûr que ça témoigne aussi un petit peu de cette faiblesse un peu de ces deux tombes de bataille-là. Donc, j'irai avec ça.
En deuxième place, et là, mes deux dernières places, en fait, j'y vais avec des armées qui ont eu des hausses et des baisses, mais qui s'en sont très bien tirées selon leur position dans le méta actuel. En deuxième place, j'y vais avec toujours, en fait, mes deux derniers choix sont dans la Grande Alliance du Chaos, avec les Beasts of Chaos. Beasts of Chaos, c'était, on l'a vu aussi beaucoup, là, les listes avec 12 ou 15 Bulgares. Donc, des grosses listes qui sont très, très sauvages. On peut garder tout en dehors de la table et on peut avoir des charges dévastatrices avec possibilité de doubler le tour aussi. Bref, c'est des listes qui sont très, très virulentes. Puis on regarde, oui, on va avoir le Bray Shaman qui a gagné 5 points. Pas vraiment un big deal. On regarde aussi, par exemple, la cocatrice qui est jouée parfois 15 points. OK? Et aussi les Ungor Raiders, qui sont quand même intéressants dans cette liste-là, 15 points. Mais en tout et partout, ce sont quand même des changements qui sont relativement mineurs. Les listes Beast of Chaos n'ont pas pris 200 points, par exemple, et sont encore très, très, très efficaces, surtout avec les plans de bataille qu'on a et des plans de bataille aussi qui ont beaucoup plus d'objectifs sur la table parfois que c'est une armée qui va vraiment tirer son épingle du jeu. Fait que pour moi, le fait que les Beasts of Chaos s'en sont relativement bien tirés, entre autres avec le War Scroll des Bulgars qui est resté inchangé, je pense que c'est un bon choix à ce niveau-là. Mhm. Et mon premier choix, Vincent, tu en seras, j'imagine, très, très content pour les avoir affrontés. En fait, là, c'est quand même, oui, il y a eu des hausses de points, puis là-dessus, on va s'entendre à des unités qui le méritaient, mais somme toute, considérant l'ampleur de l'armée, je m'attendais à plus, et c'est les Hedonites of Slaanesh. Mhm. Slaanesh, oui, les archers ont augmenté de 10 points, ce qui n'est pas banal parce qu'on en voit souvent 30, 40, 50 dans une liste. Mais 50 archers, ça augmente de 50 points. Je pense que c'est quand même très, très jouable. L'Épitome, qui est toujours très, très joué aussi, a augmenté de 20 points. C'est un modèle qui est incroyable, un très, très toolbox qui peut faire suer beaucoup d'armées. Ça va de soi. Sinon, les hausses de points sont relativement minimes. 10 points pour les Slick Blade Seekers. C'est une unité qui est très, très bonne dans leur mécanique de dépravité. Donc, 10 points pour 5, c'est pas si pire, considérant que c'est quand même 20 points de vie pour 5. Et aussi également les Slick Blade Seekers qui ont augmenté de 10 points. Fait que oui, Slanesh a augmenté. Par contre, ce qu'il faut aussi regarder, c'est certaines baisses de points croisées. On le voit entre autres avec Bellacar. Donc Bellacar qui a perdu, si je ne me trompe pas, 20 points. Je pourrais me tromper, là, mais souvent 15 points. Donc, souvent, Bellacar est joué dans les listes Slanesh. Donc, cette baisse de points-là vient annuler certaines hausses de points de l'armée. Fait que, somme toute, qu'est-ce qu'on enlève pour les Hedonites of Slanesh versus leur potentiel? Tu sais, tu les joues. Je les ai affrontés également récemment. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une armée, sans dire que comment je dirais ça, c'est une armée qui se pilote pratiquement toute seule. Mhm. Tu bouges tellement vite, tu as tellement de portée avec ton tir qui est très efficace. La mécanique de dépravité est extrêmement, je dirais, facile à atteindre rapidement. C'est 12 points pour moins un tweet sur la table. C'est incroyable, ça se fait comme ça. Euh, donc, je pense que je m'attendais à ce que l'armée soit frappée un peu plus fort que ça, soit pas juste par des hausses de points, mais par des ajustements de règles, par exemple, peut-être la mécanique de dépravité qui, au lieu que ça commence à 12, peut-être à 24, le moins 8, quelque chose comme ça. Mais somme toute, pour l'instant, Slanesh s'en tire très bien, je pense. Puis c'est pour ça que je les mets comme les gagnants. C'est une armée qui était très, très forte puis qui va continuer à l'être. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Moi, bon, c'est pas une surprise. Là. J'ai commencé à jouer Slanesh. Ça fait un petit bout que j'ai commencé à les jouer, mais avant de vraiment les sortir en tournoi, j'attendais de voir, parce que j'avais pas toute la collection, j'attendais de voir c'est quoi les coups en points. Du moment que j'ai vu les nouveaux coups en points, j'ai fait la liste, j'ai été m'acheter une boîte d'archers de plus. J'étais arrivé samedi, ça a super bien été. J'ai perdu une de mes deux parties, mais sur une niaiserie, un oubli d'une règle, là, puis une Mhm. charge à 11 de mon adversaire qui était pas, j'avais pas prévu qu'il ferait son 11 malheureusement. Ben voilà. Mais sinon, c'est l'armée, elle est très, très forte. Là. J'ai été impressionné à quel point c'est fort. Puis je trouve que les hausses sont raisonnables, voire peut-être Ouais. pas suffisantes pour balancer l'armée. Donc, j'étais très, très content. Je rajouterais moi, dans mon top 3, j'ai aussi noté, j'ai hâte de les voir, mais Mhm. Nurgle, qu'on a Ouais. en bas,
des unités, tu sais, les porte-pèces qui ont baissé de 20 points. C'est des Mhm. modèles en bloc qui sont pas faciles à sortir. Les Bruce Guy Blade Lord qui ont baissé aussi un Ouais, petit 10 points. On a évidemment les Glotkin là, qui ont baissé, eux, de 50 points, une baisse majeure. C'était une armée qui faisait. Ah, puis les bêtes du chaos aussi, qu'on voyait souvent, les gens en jouaient souvent, les bêtes de Nurgle. Ça aussi, les bêtes de Nurgle ont été chercher un 10 points de moins. Fait que j'ai hâte de voir si on va pas ils vont pas ressortir sur la table. C'est une armée qui est quand même assez tanky qui était bonne jusqu'à ce que les nouveaux Battle Tomes sortent, là, où là, elle a comme commencé à chuter, parce que les nouveaux Battle Tomes étaient un peu forts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, Nurgle, mais en tout cas, je pense que les joueurs Nurgle doivent quand même être relativement contents là, quand on voit ça. Ils ont en plus des bons magiciens pour la nouvelle saison. Bref, je m'attends à ce que peut-être Nurgle, on les revoit un petit peu sur les tables. J'espère, parce que c'est une armée que j'aime beaucoup. Puis j'aime affronter aussi, c'est le fun comme oui, armée. clairement. Très bon choix. Alors ça, c'est nos gagnants, mais maintenant, si on allait trois perdants avec ce nouveau bâton de sport-là, quels sont-ils? Ouais. On s'en va dans l'ordre, la Grande Alliance de l'Ordre pour deux des trois choix. En troisième position, je mettrais les Luminettes. En fait, Mhm. pour quelques raisons. Premièrement des choses, les baisses de points affectent pas vraiment des unités qu'on va jouer. Donc, ça affecte pratiquement rien. Bon, peut-être les Downriders là, qui ont baissé de 10 points. C'est peut-être l'unité la plus susceptible de voir. Et la seule hausse de points, c'est Teclis. Teclis qui augmente de 20 points à 740. Mais dans une saison où est-ce que Teclis, à mon sens, a perdu beaucoup de son efficacité. Parce que lui ne bénéficiera pas des Primal Dice, alors que nous, ceux qui vont affronter Teclis, vont en bénéficier. Donc, soudainement, enlever un sort à 10 plus, on sait que Teclis a des excellents sorts et il peut en choisir 4 qui sont automatiquement lancés sur un 10, 2 sur un 12 ou un qui ne peut pas être unbindé. Donc, payer 740 points pour je vais en faire un ou je vais en faire deux, on a l'impression qu'on n'a pas pour notre argent, si on peut le dire comme ça. Et son 5 plus partout, parfait, je vais le lancer à 10, ben, je vais prendre le Primal Dice. Tu sais, j'ai beaucoup plus de chances d'enlever le ou les sorts qui vont nous faire très très mal. Et les luminettes avec une armée très très peu nombreuse avec Teclis, par exemple, ont besoin du 5 plus Ward à la grandeur parce que c'est ce qui va tenir un peu l'armée ensemble. Et là, c'est que ça force le joueur à dire, ben, est-ce que je veux juste lancer un sort avec Teclis pour m'assurer qu'il va passer? Parce que même à 12, si on a un ou deux Primal Dice, ça devient tout à fait raisonnable comme lancer de dés. Et là, on paye 740 points pour avoir un 5 plus 1 à la grandeur de l'armée, puis c'est tout. Euh, donc, je trouve que, et surtout, en fait, les unités qui, tu sais, on l'a dit tantôt avec les sentinelles qui, en Elon, qui n'auront plus leur tir de plus, attention, messire, que leur rôle vient un peu disparaître, pas de baisse de points. J'ai l'impression que les listes luminettes traditionnelles, Teclis avec un 40 sentinelles, j'ai l'impression que ça va être chose du passé. Les joueurs luminettes vont vraiment devoir faire leur travail. Puis moi-même, j'avais des luminins là, avec des Stone Guard, puis ces choses-là. Puis la prise de points précédente a vraiment frappé dans cette liste-là. Donc, on se retrouve avec des listes luminettes qui deviennent un petit peu difficiles à faire. Je pense plus qu'on va voir Teclis aussi souvent. Bref, je suis curieux de voir qu'est-ce que ces joueurs-là vont nous sortir là, dans les prochains mois. En deuxième place, on va en destruction. Oui. Les deux, on l'a fait Hmm. allusion plus tôt dans la vidéo, là. Ben, ce sont les Gloomspite Gits. Ça fait deux hausses de points significatives que les Gloomspite ont en quelques mois. Et la première faisait mal. La deuxième, c'est encore plus que ça. On parle donc toutes les unités pratiquement qui sont jouées, même avec quelques trolls également, qui sont peut-être un peu plus niches, mais quand même. Mais les Boingrot, on parle des Squighoppers, on parle des Squigots, les Squiggers, pardon, Gringrak, donc qui fait frapper une unité, là, Strike Unto Death, là, qui peut frapper lorsqu'on retire la figurine. Skragrott, justement, qui a une hausse de 20 points à 230 points, c'est énorme. Donc,
je trouve que déjà que cette armée-là, oui, c'est une très bonne armée, puis oui, les 2 fois 36 Squigard vont encore être présents, mais c'est que là, on enlève de plus en plus de trucs autour de ça, ce qui fait qu'on a de moins en moins de redondance, on a de moins en moins de possibilités, donc ce qui est une bonne chose en soi, là, parce que les listes Gloomspite étaient très, très forte. Mais encore une fois, là, Gapalooza, ça a pris 10 points. C'est plein, plein de petites hausses de points vraiment ciblées sur les unités. Donc, je pense que ça vient faire mal à ces joueurs-là. Une deuxième hausse de points significative, consécutive en quelques mois, ça va faire très mal. Finalement, mon plus grand perdant, c'est pas le gaieté de cœur que je le dis, mais ce sont les Caradron Overlords. Puis, je vais être franc, là, c'est quand même mérité, là. C'est une armée qui faisait des ravages sur la scène partout. Puis, tu sais, c'est clairement, c'est 4 hausses de points, mais c'est pas des hausses de points aléatoires, là. Puis ça va faire mal parce que la plupart des listes compétitives étaient autour de 30 Thunderers, donc 6 paquets de 5. Chaque paquet de 5 a augmenté de 25 points. Généralement, ça prenait un chemist pour les suivre, pour le moins un Drand. Le chemist a également augmenté de 20 points. Et l'amiral et le navigateur, donc 2 héros de support, mais présents dans toutes les listes, ont également augmenté de chacun de 15 points. Essentiellement, la plupart des listes compétitives ont augmenté d'environ de minimum 200 points. Puis ça va jusqu'à 250 points. Donc, c'est plus 10% et plus de perte en points. Euh, Puis à ça s'ajoute justement la règle de tension messire. Caradron ont assez de mobilité pour être capable de la contourner un peu, mais quand même. Mais ce qui fait aussi très mal, en fait, puis ça, c'est un nerf, on va sûrement venir un petit peu tantôt quand on parle des sorts persistants, mais le fait que le Soul Scream Bridge a été vraiment, vraiment, vraiment nerfé, là. Ça fait en sorte que des listes, justement, avec des Thunderers, ben, on n'en verra pratiquement plus. Le Soul Scream Bridge, pour ceux qui ne le savent pas, on peut le mettre un peu moins loin. C'était 24 pouces, c'est rendu 18. Et l'unité qui utilise le pont ne peut plus avoir d'habilité de commandement jusqu'à notre prochaine phase de héros. Donc, c'est du rally, c'est du inspiring presence, all out attack, all out defense. Donc, c'est littéralement envoyer une unité au suicide. Si on envoie une unité de corps à corps, exemple, je sais que les Chosen, je sais que les Seed to Darkness avec des Chosen, c'est très, très efficace. On n'a pas la relance de charge, par exemple. Donc, c'est tout ça. Fait que les caradrons, et ça, malheureusement, c'est une tendance. Games Workshop ne semble pas être capable de Mhm. bien balancer cette armée-là. J'ai joué depuis le début et ça a toujours été très fort. Mhm. On les nerf, on les ramène, on les rebaisse, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ou rien. Euh, j'ai essayé de faire des listes sans Thunderer, sans Chemist. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est sûr que, en fait, là, quand j'étais au Worlds, il y avait pratiquement toutes les équipes avant un joueur Caradron. J'avais une liste plus, je dirais, moins orthodoxe un peu, là, avec moins de Thunderers un petit peu. Mais la plupart des listes, c'était 30-35 Thunderers. C'est des listes qui ont perdu 250 points et plus, là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que la communauté Caradron va pondre. Comme idée, déjà, je suis sur un groupe là, avec plusieurs joueurs Caradron. Puis, tu sais, un des gars disait, qu'est-ce que vous jouez? C'est quoi votre liste ces temps-ci? Ben, moi, c'est Fire Slayers, moi, c'est Soulblight. Fait que personne n'a de liste Caradron parce qu'on ne sait pas quoi faire. Euh, donc, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'était attendu. Encore une fois, on le disait tantôt, tu sais, plutôt qu'augmenter les points, tu sais, je pense qu'il y a plein de joueurs qui se sont achetés 2, 3, 4 boîtes de Thunderers qui vont les regarder dans leur cabinet pour la prochaine année peut-être, là. Fait que c'est sûr que c'est l'aspect un petit peu plus plate, mais je pense que l'armée avait besoin d'avoir un nerf. Je pense pas que c'était une hausse de points de ces unités-là qui était, ou du moins une hausse aussi significative, disons, là. Tu sais, quand tu augmentes les Thunderers, quand tu augmentes le Chemist, tu n'as pas besoin de monter l'amiral, tu n'as pas besoin de monter le navigateur, puis même à ça, si tu augmentes aussi drastiquement les Thunderers, tu n'as pas besoin d'augmenter le Chemist. Tu sais, fait que je trouve que c'est un petit peu, je trouve qu'il aurait dû un peu aller à la Slanesh, c'est-à-dire une hausse, assez pour changer des listes, mais pas une hausse comme ça qui va venir tuer des listes. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est mon grand perdant pour plusieurs façons, plusieurs raisons.
Dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce Battle Sword-là était intelligent, notamment dans la réécriture de certaines habiletés. Il y a Oui, certaines armées aussi, comme Soul Blight, par exemple, qui performent très, très bien. Ils ont été montés le coup en point légèrement des unités qui performent trop bien. Ils ont réécrit la règle d'armée, mais ils ont quand même baissé le coût de certaines unités qui ne sont pas jouées, revu la balance interne. Mais il y a certaines armées, notamment les Caradrons, qui ont vraiment écopé. Là. Ça a été. C'était pas avec un scalpel qui ont été modifiés la force de l'armée. Ils ont été à coups de hache dans l'armée, malheureusement. Donc, c'est un petit peu dommage pour les Caradrons. Ils étaient trop forts. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. Puis, c'est pas agréable lorsqu'une armée peut avancer. Puis, on va enlever la moitié de ton armée juste au tir avant même que ce soit commencé. Fallait trouver une solution pour modifier ça. Là, ils ont été peut-être un peu trop forts, puis c'est dommage pour les joueurs qui en ont si on les voit plus du tout sur les tables. exact. Alors, ça fait le tour pour le Battle Scroll. Évidemment, il y a plein d'autres changements Oui, qui oui. ont dans le Battle Scroll. Il y a plein d'armées qui vont bénéficier de certains gains en coûts, qui vont souffrir de certaines hausses de coûts, etc. Mais tu as mentionné les grands perdants, les grands gagnants, selon toi. Ça va nous permettre de faire la transition vers le manuel du général lui-même. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de certaines armées qui vont bénéficier de ces nouvelles règles-là. Alors, on change complètement de saison. On est dans une saison, dans un monde glacé de Hunter, et on a des nouvelles règles qui viennent avec ça. Alors, je présente les règles, tu commenteras par la Oui, suite, Alex. Alors, ben, premièrement, on a des réceptacles Hunter, des locus, dans le fond. Ce sont des petits héros sorciers de 9 points de vie ou moins qui ne sont pas uniques, et ça va leur donner accès à certaines habiletés. On a premièrement concentration optimale. Dans le fond, ils ont voulu mettre, et on va le revoir dans plusieurs scénarios de bataille, ils ont voulu mettre une règle pour donner un avantage à la personne qui joue en deuxième pour minimiser l'impact du double tour. Donc, le joueur qui va jouer en deuxième va avoir deux options. S'il a un réceptacle d'Antar, donc un petit héros sorcier, il va pouvoir décider que ce héros-là peut dissiper un sort de plus à la phase de héros ennemi et lancer un sort de plus à sa phase. Donc, c'est un incitatif intéressant pour jouer deuxième. Et c'est là que ça va revenir. Moi, je trouve que c'est un manuel général brillant, bien écrit, mieux que les précédents. Ils ont pensé aussi à des armées comme Sons of Behemoth qui n'en ont pas, de petits magiciens ou des armées comme Korn qui n'en jouent pas. Alors, si tu as une armée comme Korn, tu vas pouvoir prendre un de tes héros qui n'est pas sorcier. Ben, en fait, même si tu as des sorciers, tu pourrais choisir de prendre un de tes héros qui n'est pas sorcier et lui va gagner un point de commandement additionnel, ce qui n'est pas banal. Je pense que non, certaines armées, parfois, vont vouloir, même en ayant des sorciers, vont peut-être choisir de prendre le point de commandement supplémentaire parce que quand ils font le calcul, c'est plus utile. C'est un point de commandement qui est lié au petit héros lui-même, au héros lui-même qui n'est pas à toute l'armée. Donc, c'est un peu comme la Heroic Action qui nous donne un CP exact. supplémentaire. Très belle règle. Encore une fois, tu sais, on le mentionne souvent, puis on l'a mentionné souvent. Tout ce qui est incitatif, en fait, pour le joueur qui prend le deuxième tour est intéressant. Puis comme tu l'as dit, on va le voir dans plusieurs scénarios plus tard, là, mais une belle petite règle, sans, c'est pas brisé, c'est bien, c'est intéressant. J'adore, À noter que samedi, j'ai joué trois parties dans le tournoi. Les trois fois, moi et mon adversaire, on a oublié cette règle-là. C'est forcément. pour ça qu'il faut rejouer quelques fois le manuel là, avant de vraiment le maîtriser. Ensuite, là où c'est vraiment un changement important, Mhm. ce sont les Primal Dice, les dés primo. En fait, comment ça fonctionne? Au début de chaque tour, les deux joueurs Ouais. vont rouler un dé. Sur 4 plus, les deux joueurs vont recevoir un dé primaire. Donc, finalement, si on est deux, les deux, on roule 4 plus. Les deux, on va avoir 2 dés primaires primales de plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les dés primales de plus, les dés primaux? Dans le fond, c'est que lorsqu'on va lancer un sort, on peut se dire, bon, j'ai pas tout à fait atteint le casting value, ou je l'ai atteint, mais c'est pas dans le risque, je risque de me faire dissiper. Je prends un Primal Dice de plus et je l'ajoute au résultat. Et si je ne suis pas satisfait, je peux en prendre un deuxième, j'en ai un deuxième en réserve et relancer, donc augmenter notre jet. Mais évidemment, il y a une contrepartie à ça. S'il y a 2-1 dans nos jets, on va subir un miscast et c'est un miscast qui fait très mal. C'est D3 plus 3 blessures mortelles si on a mis un Primal Dice. Ça veut dire que ton petit héros à 5 points de vie, en moyenne, il vient d'exploser. Il y a deux Ouais, chances sur trois exact. d'exploser avec cette règle-là. Et on peut aussi faire la même chose du côté de la dissipation, dire, ah, j'ai pas réussi à dissiper le sort incroyable de Teclis qui donne la bulle à 5 plus. Je rajoute un Primal Dice, j'en rajoute un deuxième pour le dissiper. Et quand on dissipe, il n'y a pas de miscast possible. Exact. Puis ça, justement, ben, on y a fait allusion tantôt, justement, par là de Teclis. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est balancé dans le sens que
Si un a toujours un 4+, puis l'autre n'en roule pas, ben, c'est partagé, c'est le même nombre. Oui, on va le voir plus tard, il y a un bataillon qui nous permet d'augmenter ce nombre de dés-là, mais essentiellement, pour l'avoir joué quand même quelques parties depuis la sortie, je trouve ça vraiment intéressant comme mécanique, puis je trouve que ça favorise en fait le joueur qui dissipe. Mhm. Parce que l'autre doit déclarer, bon, ben, j'arrête, j'en prends plus d'autres, c'est mon jet. Si c'est le sort que je veux dissiper, ben là, je peux dire, ben, je prends tous mes dés, puis on y va, je vais bloquer ce sort-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est une belle mécanique et qui n'est pas si brisée que ça. Et on va le voir plus tard avec les Nordstone Adornments. Il y a des façons de rendre ces jets-là un petit peu plus touchés, disons là. Fait que, en soi, belle mécanique. J'aime ça jusqu'à présent. Et surtout, si on lance un dé, je roule un 6 puis un 1, je veux-tu vraiment risquer un autre dé? J'ai une chance sur 6 que ça m'explose dans le visage. Donc, j'aime un petit peu cette game-là dans le jeu. Donc, de gérer une ressource de plus qu'on a, puis qui peut être utilisée là, à bon escient ou à mauvais escient. J'aime bien ça. Moi aussi, puis ce que j'ai aimé, bon, pour avoir affronté Pierre-Luc Héroux avec son Ouais. Tinge, bon, ça peut être un peu long la phase de héros d'un joueur Tinge, là. Il fait des blessures mortelles, des blessures mortelles, des blessures mortelles. Tu as toujours la possibilité de dissiper un sort ou deux, mais là, comme tu dis, je rajoute une gestion de ressources de plus. Je trouve que c'est un petit peu plus interactif avec Ouais. le joueur qui te lance plein de sorts. Et comme toi, moi, j'ai trouvé que ça avantageait ceux qui veulent dissiper. Mhm. Notamment quand on veut enlever un endless spell, on est à peu près certain de le réussir. Ils ont généralement une valeur de lancement 7, 8, les plus difficiles à sortir. On roule 2 dés, en moyenne on fait 7, on roule un autre dé, on en a 8 ou 9, et voilà, on a enlevé le petit sort persistant qui est désagréable. Donc, une arbitralité qui semble assez bien balancée du fait que, comme tu l'as dit, les deux joueurs en gagnent Ouais. un ou deux, mais on en gagne le même nombre, donc on peut choisir après ça comment on va utiliser cette ressource-là. Et à noter aussi qu'à la fin de la ronde de bataille, tous les dés primo non utilisés sont discartés et on Mhm. recommence à nouveau pour la deuxième ronde. Excellent. Ensuite, on tombe à des optimisations uniques qui appellent les ornements de pierre de négation, Nullstone et Adornments. Adornments. Et c'est intéressant parce que ça, c'est pour les armées qui n'ont pas de sorciers et qui n'ont pas la possibilité de lancer un sort. Par exemple, le Spell in the Bottle des Caradrons leur empêche de prendre ça. C'est pour venir balancer, comme il y a des dés primaires, primo, qui permettent de lancer des sorts plus facilement, de façon plus fiable. Ben, on a été donné aux joueurs qui ne jouent pas de magie, par exemple les Sons of Behemoth, Korn qui ne joue pas de magie, on leur a donné une option supplémentaire et il y a des belles optimisations dans ces trois-là. Alors, Ben, moi, lesquelles particulièrement sont bonnes selon toi? je pense que la meilleure, puis je l'ai essayé justement là, dans une partie. Je l'ai essayé deux, puis finalement, je pense que j'ai vraiment trouvé celui que je vais jouer. C'est la poche de poussière de négation. Euh, donc, dans une phase de héros adverse, au début de la phase des héros adverses, on peut utiliser cet item-là, dans le fond. Et dans le fond, jusqu'à la fin de la phase, les jets de lancement non modifiés, double 1, double 2, double 3, font des fiascos. Et si on ajoute un dé primal dans le sort, ça s'ajoute aussi pour faire un fiasco primal, donc des 3 plus 3 blessures mortelles. Et en bonus, ben, tous les sorts persistants qui sont en jeu, les nôtres comme ceux des adversaires, sur un 5+, sont automatiquement conjurés. Donc ça peut vraiment, en fait, ce qui est vraiment très bon là-dedans, ce que j'aime, oui, les chances qu'un double 1, double 2, double 3 arrive, c'est pas, tu sais, c'est pas si bon. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas si intéressant que ça. Mais c'est le fait on ajoute les déprimos à ça. Donc, dès que je lance un jet pour faire un sort et que j'ai un 2 ou un 3 dans mon jet de lancement, je regarde mes déprimos puis je me dis, ouf, est-ce que je prends la chance? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, à Mhm. date, dans toutes les parties où je l'ai essayé, l'adversaire n'a jamais pris de déprimo lorsqu'il a lancé un 1 ou un 2 ou un 3 parce qu'il ne veut pas le risquer. Donc, c'est sûr que c'est un bel item qui peut augmenter le risque magique. Puis on le sait maintenant, avec un fiasco, même si on a un super magicien, puis c'est arrivé justement dans une partie récente contre Patrick East, là, son premier sort avec son slam double 2. Bon, ben, son slam depuis qu'à 7 tours. Fait que, tu sais, c'est une possibilité de plus, une défense magique de plus que je trouve vraiment intéressant.
Mhm. Le deuxième que je trouve très très bien, en fait, ben, les trois ont leur utilité, mais le deuxième, c'est des comptes de pierre de négation gravés à la main. En gros, c'est que le porteur peut dissiper un sort et tant aussi longtemps que je dissipe un sort, je peux tenter une nouvelle fois de dissiper un sort. Donc, il suffit d'être un peu chanceux, avoir les dés primos au bon endroit pour vraiment dissiper un 2, 3, 4, 5 sorts potentiellement. Donc, c'est pas banal. Bien sûr, il y a toujours les mêmes restrictions donc de portée pour dissiper le sort, fait que ça peut se contourner d'une façon ou d'une autre. Mais alors que l'autre, ça s'applique au champ de bataille, pas de portée. Donc, c'est bien. Puis le troisième, qui n'est pas banal non plus, c'est le galet de pierre de négation poli. Ça, dans le fond, c'est que sur un 4+, lorsque le porteur est ciblé par un sort, sur un 4+, c'est une autre unité à 3 pouces qui va subir le sort. Puis s'il n'y a pas d'autres cibles potentielles, mais le sort n'a simplement pas lieu. Donc, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est sur le porteur. Donc, ça dépend. Est-ce qu'on a un héros qui, à ce point-là, on ne veut pas justement euh, potentiellement peut-être sur un Mark Russia, par exemple, sur un héros sur une monture, ça peut être intéressant. Mais sinon, tu sais, encore une fois, c'est peut-être celui qui est le moins intéressant. Ça reste sur un 4+ aussi. Fait que c'est toujours très, très dicey. Mais À les noter que trois sont vraiment intéressants. c'est un bonus de plus pour les armées qui y ont accès, là. C'est comme un artefact supplémentaire Ouais, gratuit. Et à noter qu'on ne peut pas avoir cette optimisation-là et un artefact sur le exact. même héros. Ça remplace l'artefact pour ce héros-là. Exact. Mais oui, effectivement, les deux que tu as nommés me semblent vraiment très, très bons. Moi, j'ai affronté quelqu'un qui jouait l'icône de pierre de négation. Et Mhm. justement, avec les dés primo, ben, dans le fond, il peut choisir quand est-ce qu'il va dissiper. Et quand il choisit de dissiper, il est pas mal certain de réussir. Donc, ça lui Ouais, donne une deuxième dissipation tout de suite après. Ça a c'est été intéressant. fatigant. Mon Countertud Epitome n'a pas apprécié. Non. On passe maintenant à la contrepartie. On a des optimisations pour nuire à la magie, mais on a un nouveau domaine de magie qui est accessible, celui-ci seulement au Endortian Locust, donc Ouais. seulement au réceptacle endortien. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé des sorts? Ben, moi, je pense qu'il y en a deux qui sont très, très, très bons, là. Donc, le premier, c'est Blizzard Impitoyable, qui peut être très, très bon. La portée est courte, 12 pouces, qui ne peut pas être fait à partir d'un autre point ou ne peut pas être modifié. Donc, c'est 12 pouces. 12 le coup de lancement, mais 4d6 blessures mortelles, ça peut faire très, très mal. Donc, je pense que c'est un bon sort à avoir dans sa boîte à outils, qui peut être très, très virulent. Par contre, lorsqu'on fait le sort, si dans les 4d6 de dommages, on roule un 1, c'est le lanceur qui va se prendre également le D3 blessures mortelles par 1 roulé. Donc, ça va faire assez mal. Le deuxième que je trouve très très bon, c'est Gilet Blanche. Dans le fond, ça, on l'a vu sur le site de Warhammer Community qui avait été annoncé en fait, là, c'est qu'on choisit une unité, on roule un D3, puis ça remplace la statistique soit pour le jet pour toucher, pour blesser ou la pénétration. Donc, c'est vraiment, on vient remplacer une valeur, puis on peut lancer la valeur et après choisir quelle caractéristique va être augmentée. Fait que si on roule un 3, ah ben je vais le prendre sur mon Rend, merci, bonsoir. Si je roule un 1 ou un 2, ben, ça va être mon To Hit, mon To Wound, peu importe. Donc, un sort passe-partout qui est vraiment très, très bien. Valeur de lancement quand même élevée à 8, mais avec les déprimés, encore une fois, c'est pas si pire que ça. Une portée de 12 pouces quand même, qui est raisonnable en tant que tel, là. Donc, je pense que c'est les deux là, que je trouve qui sont super pertinents. Sinon, nos ruptures, ça a une valeur de lancement de 10, une portée de 18, donc quand même une bonne portée. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est qu'on choisit un sort persistant qui est prédateur ou un incarnate. Présentement, il n'y en a seulement qu'un, mais plusieurs spéculations pour un autre ou d'autres qui vont venir sous peu avec l'arc d'histoire Dawnbringers, là. Donc, entièrement à portée du lanceur, la cible devient sauvage. Donc, ça veut dire qu'elle peut potentiellement jouer euh, le sort persistant et ne peut pas être contrôlé ni relié jusqu'à la fin de la bataille. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut défaire des plans, mais encore une fois, c'est très, très ciblé. Donc, il faut que l'autre ait justement des sorts persistants, il faut qu'il soit invoqué, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant si on a vraiment plusieurs magiciens, l'avoir dans sa boîte à outils, ça peut être intéressant, mais pour la plupart des listes, je pense que je pencherais vers les autres avant.
Oui, oui. En fait, Blizzard impitoyable, il y a certaines armées, je pense ici au Soul Blight, dans la Legion of Night, qui ont la possibilité de téléporter Ouais. au début de la phase de héros leur petit héros pour après ça, à 12 pouces, faire potentiellement 14 blessures mortelles. C'est la moyenne qu'on fait avec 4d6. C'est horrible l'impact Ouais. de cette part-là. Et en plus, on met Rabiscla, fait qu'on a un +2 pour caster avec notre héros qui va faire ça. Je Exact. pense que en tout cas, il y a peut-être des petites synergies qui vont faire en sorte que ce sort-là va être un peu trop fort. On ne l'a pas beaucoup vu samedi. Tout le monde avait opté, ou à peu près tout le monde avait opté pour la gelée blanche parce que c'est vraiment un bon sort. Ça permet d'augmenter l'efficacité de notre unité phare ou d'une unité qui n'est pas très bonne, qui soudainement gagne 3 de reine alors qu'elle n'en avait pas, qui devient monstrueuse. Mais on a deux sorts ici qu'on va voir souvent. Moi, je pense que ça va être dans presque toutes les listes qui jouent suffisamment de magiciens, de petits magiciens, on va voir un de ces deux sorts-là. Je suis d'accord. Ensuite, on passe aux traits de commandement. On a quatre traits différents. Est-ce qu'il y en a un qui a retenu ton attention? Mais quand même, je te dirais que l'œil du blizzard qui peut être intéressant. Donc, au début de la phase de héros, si je général sur une bataille, on sur un 5+, on gagne un dé primal. C'est pas banal parce que ça vient faire un débalancement. Donc, des dés primaux. Mais encore une fois, 5+, c'est quand même difficile. Je trouve que c'est cher payé comme trait de commandement. Je déteste pas chaman des terres gelées aussi, donc connaître tous les sorts du domaine, là, du nouveau domaine de sorts qu'on vient d'avoir. Fait on n'a pas à se poser la question, lequel on prend. On les a les trois. Donc vraiment, ça, je pense que celui-là, ça va être le plus joué pour les armées qui vont faire un choix de trait de commandement là-dedans. Sinon, on a aussi gelé jusqu'aux os. Donc, voie par bataille, c'est général subit un fiasco ou un fiasco primal ou primitif, je pense en français, sur un 3+, donc j'ignore l'effet du fiasco. Intéressant, c'est une petite protection, mais encore là, dépendamment, je trouve que c'est très, très ciblé, puis comme trait de commandement, on en a seulement qu'un, c'est pas ce que j'aurais comme premier choix. Puis sinon, on a aussi Mangeur de magie. Ça, je le déteste pas, en fait. Chaque fois que le général va réussir à dissiper un sort sur un 5+, le lanceur ne connaît plus ce sort-là. En fait, non seulement, donc, il ne peut plus le relancer jusqu'à la fin de la bataille. Fait que pour vraiment, tu sais, je sais pas, je pense à un Teclis, par exemple, on va aller chercher si on a une faction comme Seraphon, justement, qui a des bons bonus de dissipation, je peux aller justement potentiellement aller enlever le 5+ Ward à la grandeur. C'est pas banal. Donc, ça Mhm. implique qu'il faut dissiper le sort, mais une fois que c'est fait, il faut rouler un 5+, mais l'effet peut vraiment être important. Donc, des choix intéressants. Je pense que le meilleur demeure le chaman étagé, donc pour avoir tous les sorts. J'aime ça quand les choses sont automatiques, qu'il n'y a pas de l'enjeu de jet de dés d'impliquer. Donc, je pense que c'est le meilleur des quatre, mais on pourra avoir quand même des choses intéressantes à faire là-dessus. Ouais. Chaman détagelé, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il donne accès au troisième sort, celui que tu jugeais rupture, que tu jugeais moins Exact. bon, parce que ça dépend si l'adversaire joue des Endless Spells ou pas. Et à noter que si à son tour, il joue un sort, c'est notre tour, il y a un sort persistant sur la table, on le rend sauvage, c'est nous qui allons le contrôler à la fin du C'est tour ça. pour le renvoyer dans l'unité ennemie. Donc, comme c'est pas un sort qui va tout le temps être utile, mais contre certaines armées, il va être très, très utile, on y a accès sans avoir dépensé notre seul sort, notre seule Exact. option de sort pour ça. Donc, pourquoi pas? Puis encore une fois, le sort aussi à 12 pouces qui fait beaucoup de blessures mortelles. On peut le prendre. Si dans la partie, on est rendu suffisamment proche, on le lance. Sinon, on lance l'autre sort qui est excellent, qui va améliorer le rend ou le to hit ou le to wound, les jets pour blesser ou pour toucher de notre unité. Bref, moi aussi, chaman des tâches, je l'ai utilisé. J'ai fait des listes, évidemment, comme tout le monde en voyant ça. Ben oui. Et j'ai un zombie, pas un zombie, mais un vampire qui a ce trait-là dans ma liste. J'ai bien hâte de l'essayer. Super. Comme dans tous les manuels généraux, on a deux nouveaux bataillons. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, les deux ont une belle utilité, je trouve. Le Hmm? premier, c'est Acolyte Andorien. Donc, c'est deux ou trois héros, dans le fond, là, qui ont un moins de 10 points de vie et qui sont également là, Andorian Locus, en fait, là. C'est deux obligatoires, trois optionnels. Et ça, donc, à chaque phase de héros, si deux ou plus des Andorian Locus sont sur le champ de bataille du bataillon, sur un 3+, on gagne un déprimal. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher davantage de déprimaux.
qui n'est pas banal et qui va créer aussi un débalancement. Donc, en avoir plus que l'adversaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, si on joue avec plusieurs petits héros mages, je pense que ça peut valoir la peine de l'essayer. Mais bien sûr, ça va augmenter notre nombre de pauses quand même parce que c'est pas un bataillon qui. C'est deux, puis souvent on va le voir un troisième pour, si on en perd un, on a encore potentiellement ce buff-là. Mais je pense que c'est un bataillon qui peut être intéressant. Est-ce que ça vaut la peine pour un dé de plus? Je ne sais pas, mais avoir un débalancement, si on a quand même des bons sorts, pourquoi pas? Euh, et le deuxième, c'est la traque sorcier d'Andorre. J'adore ce bataillon-là. Moi, je le joue dans ma liste Fire Slayers. C'est obligatoire, c'est au moins un héros de 9 points de vie et moins, une unité, donc qui n'est pas Behemoth, qui n'est pas machine de guerre et ainsi de suite, et avec une possibilité en option d'une deuxième unité et d'un Behemoth. Ben, un monstre, en fait, un Behemoth qui n'est pas un chef. Et ça, c'est que lorsqu'on est au corps à corps avec une unité qui est sorcier, on choisit un profil d'arme de mêlée et on ajoute une attaque à tout ce profil d'arme-là. Donc, je pense qu'encore une fois, on l'a vu dans les précédents manuels généraux, on va avoir souvent un bataillon qui va, je dirais, bénéficier de la règle ou de la logique de la saison et un autre qui va servir un petit peu de contrepoids à ça. Donc, je pense que le contrepoids, sans être brisé, est intéressant. J'ai joué une partie avec ce bataillon-là et déjà, il m'a été utile. Donc, je pense qu'il va avoir. Puis je regarde, il y a plusieurs. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est que c'est pas les magiciens, là, les champions, les locus d'Andorre, mais tout ce qui est magicien. Donc, quand on disait plutôt au niveau des perdants du nouveau Battletome, ben, les luminettes, c'est une autre épine à leur pied parce que la plupart des unités, je dirais Vanari, sont magiciens également. Donc, si on a un joueur qui joue avec ce bataillon-là, une attaque de plus sur un profil d'arme pour une unité, ça peut faire mal. Ouais. À noter que quand on est à 3 pouces, il faut que toutes nos attaques Oui, ciblent un exact. sorcier ennemi. Donc, on ne peut pas juste mettre à 3 pouces d'unité sorcier puis frapper dans une Non. unité avec le bonus. Et des sorciers, il y en a quand même beaucoup. Tu sais, on Oui. pense à des grosses bébites comme Archaon, à l'Ariel, Mhm. Bellacar. Ce sont tous des sorciers. La plupart, je pense, des gros behemoths sont Ben des oui, sorciers. Donc, ça nous permet d'avoir des bonus contre ces unités-là aussi. C'est intéressant. Puis, je pense que le contrepoids est pas trop. Tu sais, on a vu des saisons dans lesquelles le contrepoids était tellement fort que finalement, les unités qui auraient dû être en valeur étaient plus jouées. exact. Alors que là, c'est vraiment pas le cas, là. C'est juste un petit bonus et c'est pas tout le monde qui va le prendre parce que ça nous coûte au minimum 2 pauses de plus. Donc, c'est pas toutes les Exact. listes qui peuvent se permettre ça. Donc, c'est bien Oui, pensé. vraiment intéressant. Et on arrive à la partie qui va un peu faire le cœur, la grande stratégie puis les batailles, les tactiques de bataille. Donc, quand on va jouer, comment est-ce qu'on va aller se carrer des points? Qu'est-ce que tu as pensé des grandes stratégies d'abord? Ben, en fait, ben, comme n'importe quel manuel général, en fait, sont taxés, sont quand même relativement thématiques selon la saison, selon les règles. Fait qu'il y en a quelques-unes, effectivement, euh, qui sont ciblées là, vers les réceptacles endoriens là, ou les magiciens en général. Je pense que celle qui risque le plus d'être jouée là-dedans, encore une fois, je pense que la plupart des livres, ou du moins les plus récents, en ont des meilleurs que celle-là. Celle que j'aime bien, en fait, là, c'est faire de l'ombre. À la fin de la bataille, on accomplit cette grande stratégie si on élimine toutes les unités lignes adverses et qu'il nous reste au moins une unité ligne. Donc, celle-là, c'est bien pour tout le monde. C'est une stratégie qui peut se faire. Tu sais, tout le monde peut la faire. Tout le monde a des lignes, tout le monde est capable de les éliminer. Fait que ça, je trouve ça intéressant, qu'il y a une belle possibilité à ce niveau-là. Sinon, bien sûr, il y en a quelques-unes quand même là, qui focus sur les magiciens. Donc, on a contrôlé le Nexus. Donc, à la fin de la bataille, on complète la grande stratégie. Si deux ou plus sorciers amis sont complètement dans 6 pouces du champ de bataille. Donc, ça peut se faire, dépendamment bien sûr là, de l'armée qu'on joue, mais si on a, c'est friendly wizards. Fait que tu sais, c'est pas juste les réceptacles endoriens, là. Fait que ça peut être des gros monstres aussi. Puis, dépendamment de comment on construit l'armée, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Sinon aussi, on a Savant de sortilège qui va aussi toucher cette fois-ci les réceptacles d'Andorre. Donc, on la complète si le modèle qu'on a choisi en tant que général est un réceptacle andorien et s'il n'est pas tué.
Fait que celle-là, dépendamment encore du build qu'on va avoir, si on a un sorcier, par exemple, qui peut passer ses blessures, ça peut être un Slann, par exemple, qui va être bien protégé par des Saurus Guard. Ben, ça peut être une stratégie qui est intéressante. On ne veut pas l'envoyer trop proche non plus. Fait que ça peut être un choix qui pourrait être intéressant. Je Euh, pense aussi au ouais, Warsong revenant des le Sylvanettes qui Warsong, lance à exact. partir des arbres puis qui se téléporte. Si vous l'avez déjà affronté, il est dur Ouais, à aller tuer. Là. Il se cache derrière les arbres, il se téléporte quand on approche. Fait que ça, c'est une grande stratégie qui devient relativement facile, presque certaine là, pour le joueur Sylvanette. Donc, pourquoi tout pas. à fait. Tu sais, dépendamment effectivement de la construction de l'armée, c'est un choix qui peut se faire aussi. Toujours dans le thème donc des magiciens, donc ça va être massacre de magiciens. Donc à la fin de la bataille, s'il n'y a plus d'unités sorcières sur le champ de bataille, on fait la grande stratégie. Donc ce qui, ce que je trouve particulier justement, c'est que puis c'est une question en fait. Poser la question, c'est d'y répondre, tu me diras. Mais est-ce que ça veut dire que contre des armées justement euh, qui n'ont pas de sorciers, automatiquement je le réussis? Ah, oui. Si moi, j'ai pas de sorcier, par exemple, je joue bon, Fire Slayer et Caradron, c'est mes deux armées, j'ai pas de sorcier. Si j'affronte un Khorne, par exemple, qui n'a pas de sorcier, automatiquement, ça me fait 3 points. Donc, ça peut être peut-être un aspect intéressant. Puis, ça implique, si nous, on a des sorciers, il faut également que nos sorciers meurent dans la bataille. Donc, encore une fois, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il peut y avoir du play un petit peu là-dessus. Moi, je vois Sinon, l'autre partie, par exemple, excuse. oui. Moi, je vois Ben, vas-y, l'autre vas-y. partie. Si jamais il n'y a pas de sorcier, tu le fais automatiquement. Mais si tu affrontes Luminette, c'est qu'il faut que tu tables complètement ton adversaire ou tu singes presque toutes les unités qui sont sorties. Ouf, ça peut être un petit peu difficile à faire contre certaines armées. Fait que, en tournoi, je ne sais pas à quel point c'est viable comme grande stratégie. Non, mais ça peut être drôle. Mhm. Ça peut être intéressant. Désert de glace, en fait, on accomplit cette grande stratégie-là si tous les ennemis qui ont des artefacts de pouvoir sont détruits et qu'il n'y a pas d'unité ennemie dans 6 pouces du milieu. Deux conditions, et je pense qu'on peut faire un peu plus facile que celle-là, en fait, là. Et finalement, donc, la magie manifeste, encore une fois, dans le terme là, de la magie, mais cette fois-ci des incarnates, en fait, là, on réussit cette grande stratégie-là si au moins deux sorts persistants ou incarnations sur le champ de bataille et qui sont contrôlés par ou reliés à des unités amies. Fait que si on joue avec beaucoup de sorts persistants, on joue l'incarnate peut-être. Encore une fois, tu sais, deux pour des invocations, c'est plus difficile à enlever, mais des sorts persistants, je sais pas. Je trouve que c'est avec des primos, justement, pour facilement les enlever. Je pense que non. S'ils sont déjà là avant le dernier tour, ils vont être enlevés par C'est ça. l'adversaire. Il va prendre ses Primal Dice, il va les enlever, Ouf. il va dire, regarde, lance tes autres sorts, je viens de te faire perdre 3 points de toute façon. Puis s'il faut les lancer, ça va être la même chose. Regardez, Puis il va te regarder, il va dire, regarde, je vais tout mettre pour enlever un de tes deux sorts persistants. Là. Si le premier, tu le lances bien, je te le laisse passer. Le deuxième, tu lances un mauvais jet, regarde, je vais tout te mettre Ouais, pour l'enlever. exact. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué comme grande stratégie. Bon, personnellement, si je devais en choisir une là-dedans, j'irais avec Faire de l'ombre. Donc, élimine toutes les lignes ennemies. Je pense que c'est quand même relativement réaliste. Donc, et ça se fait contre n'importe qui. Mais je serais curieux de voir, je suis un massacre de magiciens. C'est du nom de la grande stratégie. Bon, t'as pas de magicien, moi non plus. Massacre de magiciens. Et voilà, c'est fait. Donc, ça pourrait être très, très drôle. Moi, je pense que c'était un joueur corn. Il faut au moins que je la prenne une fois pour Oui, l'essayer, celle-là. Juste pour exact. le plaisir, juste pour trouver ça drôle. Exact, ça fitterait. On passe ensuite aux tactiques de bataille. C'est ce qui fait qu'on va faire se casser la tête à chaque round pour Oh savoir oui. qu'est-ce qu'on fait et c'est pas facile. Ben, tout d'abord, chapeau, parce que les tactiques de bataille, souvent, sont relativement faciles. Puis même la dernière saison, il y a quelques-unes qui étaient plus difficiles, Hmm? mais il y avait toujours des valeurs sûres, Desecrate Their Lands, An Eye for an Eye. Bon, c'est des Cunning classiques qui se font. Maneuver. On avait Cunning un peu Maneuver. on avait au moins trois vraiment presque automatiques. Ouais. Après ça, il fallait en faire deux, soit de notre livre, tout ça. Ça se faisait assez bien. Puis tu sais, comme n'importe quel manuel général, encore une fois, les armées qui ont des bonnes dans leur livre vont avoir un petit avantage, c'est évident. Ceci dit, on en a huit, huit tactiques. Et on va se casser le bessic, comme on dit au Québec, pour vraiment faire nos cinq. Jusqu'à présent, là, je pense que c'est pas arrivé une fois que j'ai réussi mes cinq. Puis c'est parce qu'à un moment donné, je peux juste pas physiquement en faire. Bref, il y a quand même mais il y en a quand même quelques-unes qui sont plus simples à réaliser que je pensais. On va commencer une qui est facile, puis même on va voir dans plusieurs plans de bataille, qui est pratiquement réalisable, le tour 1 en claquant des doigts.
c'est intimider les envahisseurs. En fait, c'est pas compliqué. Il faut qu'on ait plus d'unités amies qui sont à l'extérieur de notre territoire, qui sont dans le territoire. Donc, dès qu'on a un déploiement, justement, avec un territoire à 11 pouces, il y en a quand même quelques-uns, ben, dès que je sors du territoire, ben, je réussis ma valeur tactique. Fait que c'est très, très simple à faire. Mais Euh, si tu permets, par exemple, oui, j'aime quand même cette battle tactique-là parce qu'elle est plus intelligente, plus subtile qu'elle a l'air par rapport à d'autres battles tactiques qu'on a vues. Ça oblige quand même à faire un choix puis à se commettre, hein. oui, Ça oblige que la moitié de notre armée va s'être oui. avancée, alors que peut-être qu'en début de partie, ça ne me tente pas tour 1 de faire ça. Je sais que moi, à un moment donné, j'étais contre les Gargants en fin de semaine, puis Ouais. non, je veux pas avoir avancé mes archers, mes Mhm, petits archers Blizzbar fragiles là. Fait que genre, non, faut que j'attende avant de la faire, faut que mhm. j'attende le bon tour. Je la trouve elle est elle peut être Ouais. faite automatiquement dans certains rounds, dans certains scénarios, C'est plus mais difficile. elle nous oblige à nous commettre quand même un petit peu. Oui, C'est pas comme m'envoyer 2 unités en téléportation en arrière dans les lignes ennemies et dire OK, ben, j'ai réussi à faire des Secret Land ou j'ai réussi à avoir 2 unités dans ta zone ou quoi que ce soit. très vrai. Celle-là, elle a une petite contrepartie amusante. Et aussi, bien noté, il faut que l'unité soit complètement à l'extérieur. Hmm. Donc, ça, il y a ça aussi. Ça vient renchérir ce que tu viens de dire, Vincent. Deuxième, c'est représailles. En fait, là, on réussit cette tactique de bataille. C'est une unité ennemie qui a détruit un général au cours de la bataille est détruite. Donc, si on perd notre général, si on réussit à éliminer l'unité qui a éliminé le général, on fait cette tactique-là. Donc, déjà, ça implique de perdre son général, ce qui, on l'espère, n'arrive pas trop rapidement. Et après ça, il faut battre cette unité-là qui l'a éliminé. Donc, oui, ça peut arriver. Encore une fois, c'est une tactique qu'il faut garder, je dirais, en tête. Lorsqu'un général meurt, qui l'a tué, est-ce que je peux l'éliminer? Donc, ça peut être fait, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire généralement tôt dans la partie. Mais quand même intéressante tout de même. Mais chapeau au joueur qui va penser tour Ah 4 oui, à sacrifier son général parce qu'il sait que c'est la seule battle tactique qu'il va pouvoir faire après ça au tour au 5. tour 5. Ouais. Chapeau, chapeau. Oui, Il y a moyen contre une de unité qui placer. sait qu'il va être capable de Hmm. tuer. Ouais, il y a moyen de se placer pour réussir à la faire, celle-là, mais ça demande de penser un tour d'avance au moins si notre général n'est pas juste mort par accident là, pendant la partie, malheureusement. Oui, tout à fait. Troisième, c'est expropriation persistante. Donc, on choisit une unité ennemie qui a le contrôle ou qui est reliée à un sort persistant ou une incarnate, une incantation, incarnation. Et on complète la tactique si à la fin de notre tour, n'importe quelle des quatre conditions suivantes a été rencontrée, l'unité ennemie est détruite. Donc, si on a tué le mage en tant que tel, le sort persistant est sauvage. Donc, si on a, puis souvent on peut le faire avec l'artefact, entre autres avec le Dormant, qu'on peut rendre un sort persistant. Pas le Dormant, un des sorts, là, rupture. Donc, on peut le faire avec ça. Si le sort persistant est contrôlé par ou relié à une unité amie, si on vole le contrôle du sort persistant, ou si l'incarnation est sauvage. Donc, si on est capable d'éliminer, moi, la façon la plus facile, je pense, c'est d'éliminer le mage qui le fait. Mais encore une fois, c'est une tactique qu'il faut garder. Il va y avoir beaucoup de sorts persistants. OK, qui l'a lancé? Des fois, si on lance le sort, je prends lui, on le lance, puis là, c'est rendu round 3. OK, qui a lancé ce sort-là déjà? Il faut garder quand même là, un œil actif là, sur qui a lancé le sort persistant pour pouvoir être capable de faire une tactique au besoin. Donc, quatrième, domination magique. Donc, encore une fois, c'est uniquement réalisable si on a des sorciers. Donc, les amis qui n'ont pas de sorciers ne pourront pas faire cette tactique-là. Donc, si on réussit, une unité sorcier amie a réussi à lancer au moins un sort, et si aucun des sorts lancés par les unités de votre armée n'a été dissipé. Donc, c'est ça. Il faut lancer un sort et que l'autre ne dissipe pas. Puis ça peut se faire si on a beaucoup de magie. C'est risqué quand même avec les déprimos, justement. Là. On peut dire, bon, ben, je garde pour un dernier sort, tu as pu tes déprimos, mais moi, enfin, je le fais, je le dissipe, merci, bonsoir. Un risque à prendre, mais quand même, ça peut se faire. Ça se fait bien. Moi, je me suis fait faire au tour 1. L'adversaire avait placé un de ses sorciers à plus que 30 pouces. Je ne pouvais pas dissiper. Il y avait ses déprimos. C'est Fait le que là, il a seul qui a fait. lancé en autant qu'il ne fait pas de double 1 et il en a fait juste un. Il a réussi. Je pense Mhm. en fin de partie aussi, si tu as beaucoup de sorciers, il t'en reste un. Il y en a peut-être un qui est à plus que 30 pouces. Tu peux l'essayer. Mais si tu joues, par exemple, une armée de Teen, je fais pas ça. Tu lances tous tes sorts. L'adversaire va juste attendre que tu en fasses un à 5 ou à 6 puis il va te le dissiper. Ça va être terminé. Voilà. Donc, mais ça peut se faire dans certaines circonstances, là. Oui, C'est une tout à option. fait. Tout à fait.
Cinquième, c'est pagaille cabalistique. Donc, on choisit une unité ennemie qui est sur le champ de bataille. Puis, on réussit, dans le fond, cette tactique-là, si l'unité choisie détruite par des dégâts infligés par un sort ou un sort persistant, ou les aptitudes d'un sort persistant. Donc, c'est encore une fois une armée qui est très, très forte en magie. On pense à Zinch, par exemple. Ben, OK, j'ai un petit héros que je vais détruire. Bon, ben, je le tue avec un sort. Encore une fois, c'est une tactique qui va être facile pour les unités, pour les armées qui mise beaucoup sur du dégât magique, mais sinon, autrement, quand même pas nécessairement si évidente que ça à réaliser. Donc, encore une fois, un choix intéressant à ce niveau-là. Ça va être une tactique souvent in extremis. T'as plus Oui, d'options. Il te reste la possibilité de lancer Arcane Bolt puis un petit héros à un point de vie ou une tech, un on va modèle. Puis là, l'essayer. tu te croises les doigts parce que c'est ta seule option. Là. Ça va être, mais comme tu dis, Change, mais comme c'est pas comme si Change avait besoin d'options de plus. Là. Il y a Non, déjà un livre complet de bonnes battles tactiques et de grandes stratégies absolument certaines. Là, mais bon. tout à fait. Sixième que j'aime bien, que j'ai réussi quand même, je pense, dans toutes mes parties à peu de choses près, c'est appâter et piéger. En fait, on doit, dans le même tour, retraiter avec deux unités et charger avec deux unités. Donc, c'est des armées, puis ça, c'est ça qui. Euh, donc, puis il spécifie en fait que c'est des unités qui sont différentes. Fait que je ne peux pas retraiter avec deux unités qui ont retraité charge et rechargé. Donc, s'il y a quatre unités qui doivent être impliquées là-dedans, donc, des fois, ça vaut la peine de changer avec des petits héros pour prévoir le tour. Ben, je vais retraiter le tour d'après. Puis, bref, ça se fait relativement bien, mais c'est sûr que ce n'est pas non plus très, très évident. Puis, on va le voir dans certains scénarios. Un scénario, entre autres choses, on est pénalisé si on retraite. Donc, en tout cas, bref, il y a quelques petits bémols à ce niveau-là. Encore une fois, une battle Oui. tactique qui va être qui va avantager les généraux qui sont capables de penser un ou Ouais. deux tours d'avance. Mhm. Parce que ça demande un certain setup pour se faire de façon fiable, cette battle tactique-là. Tout à fait. Puis des fois, ça implique de réussir à rester dans le combat pendant un tour ou deux de plus. Là, est-ce que je vais être capable? Bon, il y a quand même des. Mais oui, ça se fait quand même relativement bien, cette tactique-là. Septième, attirer dans le Maelstrom, que j'aime bien aussi. Il faut prendre une unité et un héros. Une unité ligne, il faut le mentionner. Et les deux doivent charger le même tour et qu'à la fin de la phase de combat, au moins un des deux soit encore engagé à 3 pouces d'une unité ennemie. Fait encore une fois, ça fait des belles possibilités, puis il faut vraiment y réfléchir. Des fois, juste, OK, ben, je vais charger avec mon unité, je vais sûrement éclater l'unité que je vais charger, mais je vais engager une autre unité juste à 3 pouces, juste pour dire qu'à la fin du combat, je vais t'engager avec celle-là aussi. Il y a des réflexions à avoir aussi à ce niveau-là, mais je pense qu'elle se fait relativement bien à ce niveau-là. Et la dernière, c'est encercler et détruire. Donc, encore une fois, une tactique qui peut bien se faire pour certaines armées et qui peut aussi bien se faire dans certains plans de bataille, là, qu'on a un déploiement plus classique. Donc, on choisit trois unités amies différentes sur le champ de bataille et on accomplit cette tactique. Si à la fin de notre tour, chacune de ces trois unités-là est entièrement à 6 pouces d'un bord de table différent et si au moins deux de ces unités sont entièrement hors du territoire. Donc, on avait un territoire, par exemple, qui est 11 pouces en face de l'autre. On peut avoir deux petites unités, on les met sur chacun des flancs, on garde une unité dans notre territoire. On a trois. Donc, ça se fait relativement bien aussi tour 1 potentiellement, cette tactique-là. Mais ça implique donc avoir des petites unités plus throwaway, qu'on dit des unités donc plus pour des petites unités de 5, par exemple. Je pense à des Kinerai, par exemple, Dollars of Kane qu'on peut mettre sur les flancs. Donc, ça peut se faire relativement bien cette tactique-là aussi. À noter qu'il faut que l'unité, tu la choisisses, donc il faut qu'elle soit sur le champ de bataille. Ça ne Exact. peut pas être des unités qui sont Qui set-up, par apparaissent. exemple les Stormcast qui apparaissent. Ça ne Non. fonctionne pas. Donc, c'est un petit garde-fou intéressant qu'il n'y avait Ouais. pas avant sur des battles tactiques comme The Secret d'Airland, Mhm. qui était tellement ridicule à faire pour certaines armées. Donc, ça se fait bien, mais en même temps, c'est pas deux unités, c'est trois unités. Il faut quand même Ouais. que tu penses dans certains scénarios où toute la table est divisée en deux, c'est ton Mhm. territoire puis le territoire ennemi. Ça veut dire que tes deux unités qui sont pas dans ton territoire sont dans le territoire ennemi, donc Exact. potentiellement vulnérables. Donc, dans certains scénarios, un petit peu plus difficiles, j'ai trouvé à faire, mais ça se fait bien. Donc, au total, on en a comme trois ou quatre qui se font relativement bien, peu importe notre construction de liste, la construction de liste adverse. Puis il y en a peut-être un 4 qui va plus dépendre de la construction de liste de l'adversaire ou de notre construction de liste pour pouvoir être faite. Donc, ça va nous prendre au moins, je dirais, au moins deux bonnes battles tactiques dans nos livres là, Ouais. pour que ce soit facile d'aller chercher tous les Je suis points pour les d'accord. battles tactiques. Je suis d'accord.
On passe ensuite au plan de bataille, c'est-à-dire les tables sur lesquelles on va s'affronter. Ton impression générale suite à la lecture de tous ces plans de bataille-là, puis suite au tournoi qu'on a fait, puis aux parties que tu as jouées sur ces tables-là? C'est sûr que j'ai pas encore eu la chance de tous les essayer, mais je te dirais vite comme ça, il n'y a pas d'héritage majeur comme la saison précédente avec Lurkers Below puis Twist and Turns. Donc, des plans de bataille qui peuvent à eux seuls essentiellement décider de l'issue du match. Donc, même le joueur qui joue bien, je dirais, est à une erreur près de perdre la partie, ou même si on domine l'autre, les dés font en sorte on n'est pas capable de contrôler les objectifs. Donc, j'ai trouvé, d'un, il y a 12 nouveaux plans de bataille, contrairement au dernier, que c'était 6 nouveaux, 6 qu'on avait récupérés. Et de ceux que j'ai essayés, j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de réfléchir au scénario qui, de plus en plus, avantage, en fait, là, le joueur qui joue second. Donc, rien de trop brisé à première vue. Il y en a un que je me pose une question, puis j'ai hâte qu'on puisse en parler ensemble. Mais sinon, je dirais que j'aime vraiment les plans de bataille présentement. Alors, on va les regarder un par un. On va passer quand même rapidement dessus. On connaît les mécaniques en général, mais ils Ouais. ont des petits twists le fun. Alors, le premier, Ouais. c'est Impulsion géomantique qu'on a joué en fin de semaine. Je l'adore. En fait, le joueur 2, si je me rappelle bien, la première ronde de bataille, je ne me trompe pas. Deuxième round de bataille. Deuxième ronde de bataille, va choisir soit l'objectif A ou le B, donc un aux extrêmes, pour être le pulse, qui va être l'impulsion. Et à chaque ronde de bataille, l'impulsion va se tasser à un objectif suivant pour se rendre jusqu'à l'autre bout. Et on va gagner des points selon est-ce qu'on contrôle l'impulsion ou les objectifs qui sont à côté de l'impulsion. Donc, ça force la partie à vraiment suivre une trajectoire qui va être prédéfinie. Puis là-dessus, le joueur qui joue deuxième à la ronde 2 a un avantage, mais en même temps, c'est pas trop grand, mais de pouvoir dire, parfait, bon, on va commencer l'impulsion à A ou à B, on sait comment la bataille va se dérouler, fait qu'on peut jouer en conséquence. J'ai bien aimé. C'est une bataille qui est en face, qui est objectif, qui semblerait traditionnel, mais avec du mouvement sur les objectifs et qu'est-ce qui vaut plus de points. C'est pas aléatoire comme d'autres qu'on avait avant, qu'on lance un. Ah, ben c'est lui l'impulsion, là, c'est rendu lui. Là, on sait c'est quoi le pattern. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'est un bel ajout, je trouve. Ouais, celui qui joue deuxième part avec un avantage parce qu'il va choisir probablement un objectif qu'il contrôle déjà. Oui, Et s'il contrôle celui-là, probablement que son adversaire s'est placé de l'autre côté de la exact. table. Donc, les tours 3, les tours 4 et 5, c'est l'adversaire qui va avoir un avantage, à moins qu'on ait réussi à le déloger. Bien Donc, sûr. petit avantage pour le joueur 2, mais ce n'est pas un avantage qui est démesuré. Il faut quand même réussir à tasser l'adversaire des objectifs sur lesquels il va Mhm. s'aligner. Ensuite, effondrement de Nexus. J'adore. Je l'ai joué également. J'ai joué également il y a quelques semaines. Et celui-là, quand on parlait donc justement, je dirais d'avantage pour le joueur 2. Celui-ci, la première fois qu'on voit ça, en fait, c'est qu'à partir de la deuxième ronde, le joueur qui a le moins de points de bataille peut retirer jusqu'à deux objectifs. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous force à pas trop scorer en début pour contrôler quand on. Donc, il y a vraiment deux choix intéressants. Est-ce qu'on score rapidement mais au risque de perdre ce qu'on contrôle, ou on veut justement pas trop scorer pour pouvoir avoir le contrôle de la bataille. Donc, il y a six objectifs sur la table. En enlever jusqu'à deux dans un tour, ça peut vraiment changer le cours d'une bataille. Puis c'est exactement ce qui s'est produit quand on l'avait joué. J'avais joué contre mon coach à Team Canada, Simon Côté, qu'on salue bien bas. Et donc, je tirais un petit peu de l'arrière, puis en faisant ça, ronde 3, j'ai pu vraiment renverser la vapeur considérablement et remporter le match à cause, entre autres, que j'ai pu prendre contrôle du champ de bataille. Fait que lui, il va être très, très difficile, je pense, à jouer. Puis à noter aussi que lorsqu'on enlève un objectif, là, les unités qui sont en dedans de 6 pouces sur un 4+, subissent des 3 blessures mortelles sur ces objectifs. Fait que bref, j'adore celui-là. Je le trouve vraiment intéressant. Ensuite, ligne de communication qu'on a joué aussi en fin de semaine au petit Ouais. tournoi. Très, très standard, déploiement là, qui est pratiquement, c'est le même en fait là, que le premier, que l'impulsion. Cette fois-ci, en fait, le joueur qui joue deuxième peut perturber une des phases du jeu et l'adversaire dans cette phase-là là, va devoir, pour dépenser un point de commandement sur un 3+, doit en dépenser un deuxième. Et si on n'en a pas d'autre, ben, le commandement a été lancé, n'a pas été reçu, on ne peut pas le réutiliser plus tard dans la même phase.
Donc, c'est intéressant, on choisit la phase, donc ça s'adapte selon l'armée. Encore une fois, c'est le joueur qui joue deuxième, donc on peut vraiment avoir un petit bonus à ce niveau-là. Fait que rien de majeur, mais un petit quelque chose d'intéressant qui a encore une fois l'avantage de jouer deuxième. J'aime bien aussi. Mhm. Puis dans un contre une armée qui ne génère pas de points de commandement supplémentaires par rapport à ceux qu'on a d'emblée dans toutes les armées, être obligé de payer deux points de commandement dans un tour, ça peut faire très très mal, là. Oui, vraiment, vraiment. Si on choisit bien la phase, ça peut embêter l'adversaire. Mhm. Chaque pas sera en avant, alors c'est le scénario cauchemar des Night Hunt. Oui, parce qu'en fait, justement, c'est un plan de bataille qui non seulement a un déploiement aussi un peu hors du commun, mais aussi, en fait, là, les spécificités sont qu'une unité qui retraite dans ce plan de bataille-là ne peut pas contester un objectif. Donc, Nighthawk, qui adore retraiter pour mieux recharger, ça fait très, très mal à ce niveau-là. Et justement, également, on a un bonus aussi là, si une unité charge. euh, donc, dans le même tour, compte pour un modèle de plus pour le contrôle des objectifs. Fait que, intéressant, encore une fois, pour une petite possibilité, mais pas de prendre d'objectifs qui ont retraite, ça, c'est quand même très, très gros. Fait que, encore une fois, c'est pas un plan de bataille qui est extravagant. Le déploiement particulier, j'ai hâte de l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ça qui est intéressant. Puis la règle, même petite saveur intéressante aussi. Le fait qu'il faut être à 9 pouces du territoire ennemi, ça Mhm. fait en sorte que, par exemple, si on est le défenseur, on a une petite zone dans le bas où on peut déployer des unités qui ne seraient pas trop larges. On a un 2 pouces pour se déployer, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais si on veut plus rester en castle, ça fait un castle qui est très, très serré, qui est très loin aussi du castle de l'adversaire. Fait que j'ai trouvé ça particulier de me déployer dans celui-là. J'ai trouvé que j'étais un petit peu pris en Ouais. moton, là, puis ça a fait que c'était difficile au début de bouger. Mais vraiment intéressant comme scénario, là. Il joue très, très bien. Ressources limitées, lui, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je n'ai pas encore eu la chance, mais il semble être très, très difficile parce qu'en fait, lorsqu'on contrôle deux tours de suite un objectif, on épuise, si on veut, les ressources d'objectif et on ne peut plus prendre l'objectif pour le restant de la partie. Donc, si on contrôle rapidement nos objectifs, qu'on les brûle en début de partie, ça fait en sorte qu'on peut avoir de la difficulté à marquer des points plus tard. Fait que j'ai vraiment hâte de voir celui-là, qu'est-ce que ça va dire. Moi, je l'adore parce que ça nous oblige à être mobile parce qu'on ne peut pas juste s'asseoir sur les objectifs dès le tour 1 et dire ben, celui-là, il est à moi, tu ne le prendras pas parce qu'on va se carrer deux tours, puis après ça, il faut se déplacer, mais l'adversaire aussi va être obligé de se déplacer. Mhm. Je pense que les armées qui ont de la mobilité vont être avantagées sur ce scénario-là. Ils sont généralement avantagés en général, là, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je le trouve vraiment bien pensé. Euh, c'est ça. Et il me fait un bon feeling, celui-là. Excellent. Ensuite, déclencher le piège. Ouais, donc déclenche le piège. On a un déploiement là, qui ressemble beaucoup. Le nom m'échappe là, de la dernière saison, mais c'est un déploiement justement où est-ce qu'on est limité Position de. over power. Merci, Position Overpower. Donc, on a un déploiement qui est limité. Et en fait, pendant le déploiement, après que les deux joueurs aient placé leurs unités sur la table, qu'on soit déployé, on peut retirer des trois unités du champ de bataille. Donc, ces unités-là, dans le fond, à partir de la deuxième ronde de bataille, à la fin de la phase de mouvement, on peut les placer donc entièrement à 6 pouces d'un bord de table du champ de bataille et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Fait qu'on va garder des unités en réserve. Euh, donc, c'est volontaire, donc c'est pas une obligation de retirer des unités. Mais ça donne peut-être des armées qui ont peut-être moins de mobilité, une opportunité intéressante de pouvoir avoir une unité qui peut se déployer là, plus rapidement, puis aller prendre des objectifs sur le flanc, entre autres choses. Un scénario assez simple, somme Oui, toute. tout à fait. Fontaine de Givre, lui, est particulier à certaines armées qui vont le détester. Oui, ben en fait, les réceptacles andoriens comptent pour 10 modèles pour le contrôle des objectifs dans celui-là. Donc assez standard comme déploiement. Puis au début de chaque phase de déroute, phase de Battle Shock, on lance un dé pour chaque objectif qui est contesté par 3 unités ou plus. Et sur un 4+, chacune de ces unités-là subissent des 3 blessures mortelles. Fait que des petits héros ne veulent pas tant contester d'objectifs, malgré le fait que les réceptacles d'Andorre comptent pour 10. Donc ça peut être un petit peu risque versus récompense, là. Mhm. Mais encore une fois, on remarque c'est qu'il n'y a pas
il n'y a pas tant de règles jusqu'à présent là, qui sont vraiment euh, qui viennent casser énormément de synergie. Tu as des petits malus, c'est sûr, mais essentiellement, c'est des plans de bataille qui sont relativement faciles à comprendre. Oui. Ouais, on a eu dans le passé des scénarios où, par exemple, les Stormcast ne pouvaient juste pas se mettre en réserve, alors et on venait de casser Alors, vraiment une portion importante de l'armée. Là, pour l'instant, il y a juste le scénario chaque pas est un pas en avant qui, pour moi, ouais, casse vraiment Nighton, parce que Nighton qui ne peut pas retraiter puis charger, c'est la mécanique même de l'armée. Mais ouais. sinon, les autres, c'est des. Pour toutes les autres armées, c'est des petits bonus intéressants, des petits Mhm. malus, mais rien de trop majeur. Je pense toutes les armées vont être capables de se débrouiller. Certaines vont apprécier davantage certains scénarios que d'autres, mais là, on en a Tout à fait. plusieurs qu'on vient de voir qui vont pouvoir être joués en tournoi. Ça, je trouve ça Ah, vraiment vraiment, intéressant. vraiment. Alors, on passe à Champ de glace, Ouais, lui, je l'ai ton joué avec préféré. mes Fire Slayers, là. Super le fun. Et ça, c'est pour vrai, là, c'est un cauchemar pour les Fire Slayers. Euh, chaque fois qu'une unité court, des trois blessures mortelles. Pour les unités en tant que telles, c'est pas si pire. Pour les héros, là, puis tu sais, quand tu bouges pas, ah mon Dieu. Puis en plus, quand tu fais une charge, chaque un que tu roules dans ton jet de charge, tu subis des trois blessures mortelles. Jouer contre Patty, c'est très très drôle, là. Il m'a chargé, il me restait deux Edgar Berserker, il me charge avec son Astrolite Bearer sur Finest Tower. Il roule sa charge double 1. Il restait 4 wounds. Paf, il se le tue. Fait que c'était très très drôle. Il a vraiment glissé. Pouf, paf, il est mort. Bref. Mais non, pour vrai, celui-là, tu sais, je te dirais, pour un peu comme tu disais avec celui de Night Hunt, là, chaque pas sera en avant, là, ça dépend à quel genre d'armée que tu as. Mais une armée qui a besoin de sa course, qui a besoin de son mouvement, comme les Fire Slayers, c'est vraiment difficile. C'est Mhm. quand c'est rendu que tu te demandes est-ce que je cours ou non, là, c'est pas un bon choix. Quand tu avances juste de 4 pouces, elle est grande la table quand tu as juste Ah 4 oui, pouces de mais mouvement. au moins, tu sais, les objectifs sont quand même atteignables rapidement. Fait que, honnêtement, c'est pas si pire. Ensuite, flux de pouvoir. Oui, OK. Donc, celui-là, en fait, au début de chaque ronde de bataille, lorsqu'on choisit qui est premier et qui est deuxième, celui qui joue deuxième, donc encore une fois, un scénario qui donne un petit avantage au joueur qui finit deuxième, doit choisir une paire d'objectifs, soit les A qui sont verticaux ou les B qui sont horizontaux. Donc, c'est ceux qui seront activés pour pour la ronde de bataille. Donc, le joueur qui joue en deuxième a un avantage intéressant à ce niveau-là aussi. Puis, dans le fond, en fait, là, on marque un point de victoire si on contrôle au moins un objectif activé. On contrôle un de plus si on contrôle les deux objectifs activés. Et un point pour chaque objectif activé qu'on contrôle qui est contesté par un réceptacle endorien. Donc, intéressant. Puis les objectifs sont relativement proches. Fait que ça va faire une vraie belle baston au milieu. Lui, je ne l'ai pas encore joué, mais je pense que ça va être un de ceux que je vais aimer le moins, de par le fait que tous les objectifs sont proches. Fait que ça va faire, en tant que Fire Slayer, je vais être très content. Mais sinon, je pense que la bataille va vraiment se jouer sur un espace, je dirais, très, très serré, de champ de bataille très, très restreint. Puis ça, j'aime un petit peu moins ça aussi. Mhm. Ouais. J'aime quand même comment ils ont pensé, hein. Si on active les deux B, par exemple, ben, c'est qu'on contrôle, tu sais, ils sont diamétralement opposés. Oui, Fait que c'est un avantage pour le joueur 2, mais c'est pas un avantage qui est trop grand non plus, là. non. Si tu contrôles A et les deux B, de toute façon, tu mérites de faire plus Oui, de points que ton adversaire. ben voilà. Fait que, mais bon, c'est un petit bonus, mais comme tu dis, peut-être pas celui qui va être le plus intéressant parce que ça va vraiment se jouer au milieu. Un scénario qui va désavantager les armées de tir, beaucoup, ou Ouais, les armées de magie dont la magie est à 18 pouces. Mais ça les désavantage pas toute la bataille nécessairement. Des fois, autour d'eux, ça va être réglé. Ils vont pouvoir tirer. Ils vont peut-être avoir juste perdu un tour de tir. Euh, Intéressant comme mécanique, je ouais, pense. C'est correct. Puis ça ne nous empêche pas non plus de tirer. C'est juste qu'il faut s'avancer à 12 pouces. c'est ça. C'est une contrainte. Qui ne risque rien n'a rien. Tu voulais des objectifs serrés, là, ils sont tous très, très serrés au milieu. Donc, ce scénario-là, en fait, ce qui est particulier, c'est que j'ai la version anglophone du manuel général. Ici, à l'écran, c'est la version francophone. Et dans la version anglophone, qui généralement est dans la langue officielle et celle qui prime, il n'y a pas de distance du territoire ennemi. Donc, techniquement, on pourrait se déployer vraiment sur la pointe de notre territoire. On pourrait commencer à engager.
Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que, puis visiblement, dans la version francophone, ça semble être corrigé, mais c'est à noter quand même là, puis ça n'a pas été, je pense, faqué à ma connaissance dans la fac de Games Workshop. Donc, ça reste quand même quelque chose. Mais sinon, assumons le fait qu'on se déploie à 9 pouces, territoire ennemi. Effectivement, les objectifs sont très, très rapprochés les uns des autres. Et la particularité, en fait, c'est que dès qu'un sorcier meurt sur un 4+, on mesure par rapport à son nombre de points de vie en pouces. Donc, toutes les unités qui sont en distance de son nombre de points de vie vont subir D3 blessures mortelles. Donc, chaque sorcier est effectivement une bombe à retardement qui est déclenchée quand il explose. Et on passe au dernier plan de bataille. Ouais, donc c'est des tours dans la toundra. Donc, on va choisir en fait, là, on place les objectifs. Il y a 2 objectifs sur le champ de bataille. Puis on place le nombre de terrains recommandés, blablabla, et au moins un terrain défendable qui n'est ni grand ni très grand doit être placé entièrement dans chaque territoire à plus de 9 pouces du territoire ennemi. Donc déjà, ça vient jouer sur comment on va préparer le champ de bataille, ce qui me laisse présager qu'il ne sera peut-être pas nécessairement si joué que ça en tournoi. Mais encore là, c'est une contrainte relativement mineure. Bref. Donc, on se déploie et chaque joueur va choisir un terrain défendable ou terrain de faction entièrement dans son territoire. Donc, l'idée du déploiement, c'est qu'au moins chaque joueur ait la possibilité d'avoir au moins un terrain qui représente une tour de sorcier. Puis ça, c'est donc la règle ésotérique là, dans les différentes règles de terrain, là. Puis les joueurs utilisent le déploiement alterné, blablabla, ainsi de suite. Donc, chaque joueur va marquer des points. Un point si on contrôle au moins un objectif, un point si c'est les deux, et 2 points les actifs de bataille. Et aussi, chaque joueur marque des points à la fin de la bataille. On marque 2 points de victoire si les unités amies sont en garnison dans la tour de sorcier de notre territoire. Donc, si on a défendu notre tour de sorcier essentiellement. Sinon, votre armée de départ ne contenait aucune unité pouvant être en garnison. On marque 2 points de victoire si on contrôle la tour du sorcier de votre territoire. Donc, si on n'est pas en garnison, mais si on est en dedans de 3 pouces du terrain. Et on marque également 2 points de victoire s'il n'y a pas d'unité de garnison dans la tour du sorcier, sur le territoire ennemi. Fait qu'on peut marquer sur une autre façon de faire des points, en plus des objectifs, en plus des tactiques de bataille, en plus de la grande stratégie. On peut marquer donc essentiellement là, 4 points additionnels là, au niveau de ce scénario-là. Intéressant, j'ai hâte de le jouer pour voir quelle mécanique ça va faire, mais justement, puisque ça vient modifier un peu comment on répartit le champ de bataille dans un contexte de tournoi, je suis un petit peu moins friand de ça. C'est ce que j'ai entendu aussi là, dans des revues américaines là, qui ont dit des chaînes YouTube américaines qui parlaient de ça. Ils ont dit ben, peut-être ce scénario-là, il risque d'être moins présent dans les tournois, Ouais, mais on a un super beau ouais, manuel général pour ce qui est des plans de bataille parce qu'on a beaucoup de scénarios qui sont jouables en tournoi, qui sont suffisamment fiables, qui n'ont pas mhm, une composante aléatoire trop grande qui fait en sorte que ben, c'est l'habileté du général qui va permettre de gagner. Puis c'est ça qu'on veut dans des plans de bataille au niveau compétitif, à tout le moins. Là. Il y a des joueurs narratifs qui aiment ça quand oups, l'objectif se déplace, tout ça, puis ça fait des parties épiques et tout, mais en tournoi, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas juste que les jets de dés déterminent qui gagne ou qui perd. On veut qu'il y ait un aspect stratégique. Donc, vraiment beaucoup de choix pour puiser. Peut-être que cette fois-ci, on n'aura pas juste les mêmes 5 plans de bataille non, à c'est ça. tous les Grand Tournaments. Et aussi, on n'a pas de scénario qui fait une victoire ou une défaite instantanée. Donc, Effectivement. ça, c'est un autre irritant majeur sur la scène compétitive, je te dirais, là. Donc, ouais, non, en tout, là, moi, en tout cas, j'ai pas encore testé tous les scénarios, loin de là, environ la moitié, mais j'adore. J'aime bien la polyvalence, j'aime bien les différents éléments, puis je pense que ça vient bénéficier, ça vient pénaliser à peu près tout le monde. Donc, je trouve ça intéressant. Excellent. Et on termine avec la mise à jour des sorts persistants. J'ai pas la liste de tous les sorts persistants à l'écran. J'ai pas pris le temps de scanner comme il faut le manuel. Mais il y en a quelques-uns qui ont eu des changements. On pourrait prendre le temps d'en parler un petit peu pour clore la vidéo. Il y en Mhm. a certains qu'on va peut-être voir davantage sur les tables. Ouais, ben, je pense que vite comme ça, là, les principaux qui vont avoir quand même des changements majeurs, je pense entre autres aux Geminids. Geminids qu'on va revoir beaucoup. 50 points, c'est vraiment pas cher. En fait, c'est que toutes les unités sur lesquelles le Geminids passe, on lance un dé sur un 2+, l'unité ne peut pas recevoir d'ordre, en fait, là, pour le restant du tour.
Donc, Mhm. avant, c'était uniquement pour, je pense, jusqu'à la phase de combat, si je ne me trompe pas. Là, c'est maintenant, fait que là, c'est le Battle Shock, c'est plein de choses, là. Puis ça traverse, là, ça fait pas des unités, là. Fait que c'est comme Arcane Suggestion, mais qui bouge, là. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Un autre que j'ai beaucoup aimé, qui malheureusement va prendre le chemin des étagères. Je l'ai parlé un petit peu en début d'émission, c'est le Soul Scream Bridge. Donc, le Soul Scream Bridge qui maintenant, en fait, n'est plus à 24 pouces, mais à 18, nerf numéro un. Deuxièmement, l'unité qui utilise le passage ne peut plus avoir d'ordre jusqu'au début de notre prochaine phase de héros. Fait que si on se fait doubler, l'unité qui est là va juste mourir, en fait, parce que c'est pas dans la defense, c'est pas de rally, c'est pas de inspiring presence. Donc, ça, je pense que ça va faire très, très mal, en fait. Là, je pense que c'est un sort qu'on ne reverra plus. Un autre qui n'est pas négligeable, c'est aussi le chon de Soul Seeker, qui maintenant, en fait, ça permettait à un wizard de pouvoir bouger avec le sort. Donc, je me rappelle bien, c'était, je pense, à 18 pouces, si je ne me trompe pas, là. Et après ça, on pouvait bouger par la suite. Donc, on le voyait beaucoup avec Tankle et les Skaven, entre autres choses. Là, cette fois-ci, ça a été modifié aux mages qui ont 9 points de vie et moins. Donc, les mages comme Tankle ne pourront pas en bénéficier, entre autres choses. Un autre qui m'a marqué, je dirais l'autre changement qui n'est pas triste, là, puis c'est une règle en fait qui vient affecter ce sort-là, c'est le Umbral Spell Portal. Mhm. Donc là, on peut dissiper en mesurant jusqu'au miroir et non juste au mage d'origine. Fait que ça le rend un petit peu moins bon, je dirais, là. Mais somme toute, ça reste quand même un sort qui va encore avoir beaucoup d'utilité. Un autre qui était quand même modifié, qui était un sort quand même joué, c'était les Cogs, Chromantic Cogs. Donc, on a encore l'option d'augmenter ou de ralentir le temps. Par contre, quand on ralentit le temps, avant, c'était bon, tous les magiciens en dedans de 6 pouces du sort pouvaient relancer leur jet de lancement de sort. Là, maintenant, c'est plus ça. En fait, c'est qu'un magicien en dedans de 6 pouces des cogs peut faire un sort de plus qui doit être Mystic Shield ou Arcane Bolt. Donc, c'est très, très ordinaire. Et les héros, dans le fond, les héros mages qui sont en dedans de 6 pouces des cogs ont aussi un malus de moins pour se faire toucher au niveau des attaques de tir. Donc, essentiellement, je pense que c'est un autre qu'on ne reverra pas. Je ne vois pas tant l'utilité. On ne le prenait jamais ou presque jamais pour les charges, donc pour augmenter la vitesse. Et je pense qu'on ne le verra plus du tout à ce niveau-là. Je pense aussi. Puis, ouais. Puis un dernier, en fait, qui a été modifié, là, c'est la pendule. Donc, Mhm. Letter Void Pendulum. Donc, maintenant, c'est toutes les unités, en fait, là, qui ont été touchées par le mouvement ou qui sont à 1 pouce de la pendule lorsqu'elle est faite sur moi, qui va sur un 2+, subir D6 blessures mortelles. Donc, moi, je pense que celui qu'on va voir vraiment très, très, très souvent, ça va être les Cogs. Pas les Cogs, pardon, les Geminids. Je pense qu'on va le voir dans pratiquement beaucoup, beaucoup de listes. On l'a vu, là, il y a de plus en plus d'habilités qui permettent d'enlever ou d'empêcher l'adversaire de prendre des points de commandement. Euh, donc, je pense que ça va être c'est un outil très, très, très intéressant. Puis pour l'avoir subi avec sa nouvelle mouture, ça peut vraiment, vraiment être crippling, excusez-moi l'anglicisme, mais tu sais, handicapant. En fait, là, ça peut vraiment nous nuire quand je vais faire ah non, je peux pas. Ah, je vais faire. Ah non, je peux pas. Donc, puis c'est quand même sur un 2+, très, très fiable. Le fait que c'est deux petites boules, je suis capable d'aller chercher plusieurs unités sur un 2+, pour 50 points, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Effectivement. Eh bien, ça fait le tour de notre analyse de la nouvelle saison, du nouveau manuel du général. Peut-être un dernier petit mot rapidement, Alex. C'est quoi ton impression? Est-ce que ça te donne envie de jouer et de tester des listes, ce nouveau manuel-là? Ou est-ce qu'au contraire, tu es un peu déçu qu'on change si tôt de saison? Non, mais je pense que ça fait vraiment du bien. J'adore ce que je lis là-dedans. Tu sais, la crainte de revenir à une saison d'1 an versus 6 mois. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des bounty hunters, par exemple, là, qui vont rendre le jeu vraiment débalancé, puis qui vont amener son lot de frustration. Puis, je dirais, au premier regard, je dirais que non.
Je pense autant les plans de bataille que les ajustements, que les bataillons. Tu sais, je pense que tout est intéressant. Je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment pénalisé systématiquement par ce manuel-là, comme l'était un peu les Sons of Behemoth dans le précédent. Euh, je pense pas qu'il y a rien qui est trop oppressif. Mhm. Bref, j'ai hâte de voir quand j'aurai joué tous les plans de bataille, mais au premier regard, j'aime ça, une belle polyvalence de scénario, très inventif, beaucoup de scénarios qui récompensent le deuxième joueur, donc qui vient rendre le double tour un peu moins significatif. Donc j'aime ça. Très très hâte de jouer. J'ai essayé quand même déjà, je pense que j'ai fait 4 parties ou 5 parties avec le nouveau manuel, puis sur 5 scénarios différents. J'ai aimé tous ces scénarios-là. C'était très plaisant. Même celui à Icefields, j'ai des nains qui tombaient dans la glace en courant. C'était handicapant, mais je veux dire, c'était le scénario. J'ai quand même pu faire une bataille honnête. Mais je pense qu'en somme, si on avait inversé, c'est-à-dire si le précédent manuel était pour un an et celui-ci pour 6 mois, je pense que j'aurais eu de la difficulté avec le dernier, avec le fait qu'il y ait des scénarios qui n'étaient pas très, très jouables au niveau compétitif, avec des règles qui étaient plus ou moins valides, entre autres pour les Sons of Behemoth, avec la règle qui protégeait un petit peu trop les héros de base. Je pense que les ajustements, on a pris le meilleur du dernier GHB avec Attention Messire et on a rendu, je pense, un livre qui va être intéressant pendant un an. Puis je pense qu'il n'y aura pas d'abus, du moins vite comme ça, au premier coup d'œil, là. Je pense pas qu'il va y avoir trop d'abus dans ce manuel-là. Je pense pas que les sorts, les enhancements, je pense pas qu'il y a des choses qu'on va dire, waouh, ça c'est vraiment trop fort. Donc je pense qu'il y a des beaux garde-fous qui sont mis en place pour empêcher ça. Ouais, je partage ton avis. Je pense que ça va être une belle saison. Ça va être un peu moins contraignant dans la construction de nos listes. On va pouvoir, on ne sera pas obligé d'avoir des Antarian Locus, contrairement peut-être aux autres saisons où on était obligé d'avoir certains types d'unités. Bref, je suis, comme toi, très enthousiaste. Je suis vraiment satisfait de ce manuel général-là. Si vous avez aimé le manuel général, ben, laissez un petit pouce en l'air sur la vidéo, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce en l'air pareil et écrivez dans les commentaires pourquoi. Ça va nous faire plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. Et sur ce, on vous souhaite bon wargaming.